Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro du Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations, puisque des personnes se sont dit un jour, tiens, et si on allait un petit peu débriefer ce qui se passe dans les sphères d'actualité de la bande dessinée américaine, du papier, là, des pages, des cases, des personnages, des histoires, ouah, trop cool, vraiment. Et ils se sont dit, ouais, peut-être que ça pourra intéresser des gens. Et après, ils ont fait, et si on en parlait dans un micro, on aurait fait un podcast et tout, et puis après, on ferait des blagues, des imitations et des introductions beaucoup trop longues et tout. Est-ce que ça pourrait pas trop bien marcher? Et c'est ainsi que First Print est né. Il y a bientôt 2 ans, hein, quand même. On s'en rapproche déjà, que le temps passe vite. Corentin, tu es avec moi, bien entendu, puisque je ne peux pas faire cette émission tout seul, sinon il n'y aurait personne pour me tenir la réplique. Et pour rire à tes blagues aussi. De grande qualité. Exactement. Ce serait dommage, quand même. C'est vrai. Rappelle-toi pourquoi t'es payé. Oui. Et rubis sur l'ongle, en plus. Allez, Corentin, on va commencer tout de suite, hein. On va pas faire très... Enfin, si, je vais quand même te demander si ça va, hein. Il fait... Ça va? A connu meilleur jeudi. Oui, c'est vrai, effectivement. Toi, ça va? Ouais, trop bien, youpi, je suis... Ouais, en pyjama. Voilà. Clairement, ce sont les conditions d'enregistrement très chill, et on espère que vous nous écoutez en prenant votre café comme si vous écoutiez France Inter, sauf avec des animateurs stylés. Et on va commencer donc tout de suite l'émission avec le petit point habituel qu'on essaie de vous faire en début pour vous attirer l'attention sur quelques projets en financement participatif, puisque si vous ne donnez pas sur notre Tipeee, ce qui est quand même de toute façon assez incompréhensible, hein, on ne comprend pas pourquoi vous ne voudriez pas soutenir un podcast et le faire évoluer de façon pérenne, mais voilà, si vous avez peut-être envie de donner d'autres sous ailleurs, eh bien il y a des gens créatifs qui ont des choses à vous proposer, et il y a notamment ce projet de court-métrage assez atypique qui s'appelle Retour à la case mémoire. Alors Corentin, je vais te dire, imagine, on adapte les aventures de Picsou, mais en live action et avec des acteurs humains. Ça coûte moins cher que de prendre des vrais canards et de leur apprendre à parler. Alors peut-être que ça coûte moins cher aussi que de faire de l'animation aussi. En tout cas, surtout sachant que c'est un projet. Ah, tu pensais à ça, mais aucun challenge du coup. Hein? Moi je dis on apprend à des canards à parler. D'accord, très bien. Haute forme, trop mignon. Comme dans Saturnin. Non, je l'ai pas. Saturnin? Non. Le petit canard? Non. Qui parlait? Non. Bref, ce n'est pas grave. C'est donc. Arnaud, Saturnin? Non. Googlez chez vous Saturnin. Bref, il m'a interrompu pour dire des bêtises. J'ai l'impression d'être en face de moi-même. Retour à la case mémoire, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est 2 réalisateurs, Hugo Mathias et Adrien Bouquet, qui sont des fans absolus de bande dessinée, et en l'occurrence de Picsou. On peut rappeler que les aventures de Picsou, tout ça, c'est des comics, hein, voilà, Don Rosa, tout ça, Karl Barks, hein, c'est plutôt américain. C'est même eux qui ont tout créé, puisque c'est pas du tout de l'animation que vient Picsou, hein, pour le premier court-métrage avec Donald pendant la Seconde Guerre mondiale, où était apparu l'ancêtre de Picsou, et pour quelques apparitions ultérieures, c'est vraiment Don Rosa Karl Barks, qui a tout inventé, toute la mythologie, tous les personnages secondaires de l'entourage de Donald, et c'est Don Rosa qui a continué son œuvre, entre autres. Il y a aussi beaucoup d'autres auteurs, même en Europe, qui ont développé ce mythe-là, et en fait, c'est même plus un personnage de BD qu'un personnage de Disney, animation, Walt Disney Pictures et compagnie. Voilà, heureusement qu'on a toujours un Corentin Pédia à côté de nous pour rappeler les termes. Et donc voilà, donc c'est 2 passionnés de cinéma et de bande dessinée qui se décident en fait à faire, à rendre hommage en fait à Picsou, simplement pour ses 75 ans d'existence, puisque oui, il est aussi assez vieux maintenant. Et donc avec un double défi, hein, c'est de pouvoir porter une aventure en fait avec des acteurs en chair et en os, puisque au-delà de la caractéristique physionomique, on va dire, sur le fait que ce soit des canards qui parlent, ce sont des personnages avec des émotions tout à fait humaines, tout à fait anthropo-centré. Et donc on va suivre Morphique. Edgar Merrill, qui est donc un richissime homme d'affaires à qui on vient de dérober son bien le plus précieux, donc wink wink, un sous-fétiche peut-être, je ne sais pas, hein, j'ai pas lu le script. C'est son ennemi juré Archibald qui lui a dérobé cela, et donc il va faire appel à son neveu Damien pour l'aider à le retrouver. Donc voilà, vous voyez clairement où sont les clins d'œil,
portefeuille et où sont aussi juste les noms qui peuvent pas forcément être utilisés pour des questions évidentes de droit, j'imagine. Mais voilà, on sent clairement l'intention faite pour rendre hommage aux aventures de Picsou. C'est une campagne qui a lieu en ce moment sur Ulule. Il y a même un petit teaser qui a été fait et qui, en vrai, je trouve, est franchement très quali pour un travail qui a priori est fait par des gens en total bénévolat. Et donc ils essaient de le financer. Il reste encore, à l'heure où on poste ce podcast, je crois que c'est la dernière journée ou l'avant-dernière journée, et il leur reste vraiment très 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 peu à récolter. Donc voilà, si vous nous écoutez, on sait qu'il y a quand même en moyenne entre 1400 et 1500 personnes qui écoutent les front pages. Donc voilà, si ne serait-ce qu'un dixième d'entre vous vient donner un petit 5 balles pour aider à faire financer le projet, eh bien le court-métrage pourra voir le jour. Et c'est tout ce que l'on souhaite à Hugo et Adrien. Du côté des camps, j'ai l'impression d'être dans les parce que j'ai revu La Cité de la Peur récemment, et t'as le présentateur qui fait du côté de la garrigue on va. J'ai l'impression d'être exactement le même. Oui. Donc pardon, du côté des comics sur Ulule, plusieurs autres campagnes de financement à noter. Une première, enfin pas la première, mais celle qu'on va aborder en premier lieu, c'est l'artiste Julien Hugonard-Bert qui a lancé récemment sa campagne pour un nouvel artbook. Donc Julien Hugonard-Bert, c'est un dessinateur et encreur bien de chez nous, bien français, qui se faisait appeler, je sais pas s'il le fait encore, qui se faisait appeler le French Inker, et qu'on avait notamment un peu pu connaître parce qu'il faisait de l'ancrage sur la série Injustice de Tom Taylor à ses débuts, et qui en fait propose régulièrement sur Ulule en fait des artbooks qui s'appellent Girls, Gods and Monsters, où en fait il expose à la fois tous les travaux qu'il a pu faire avec beaucoup de personnages de pop culture, mais avec aussi au fil des années en fait une approche plus introspective de son travail, c'est-à-dire qu'en plus d'exposer les dessins, en fait il y a des commentaires aussi sur ses recherches, par exemple s'il fait une couverture, d'expliquer comment il a composé ça avec les étapes des crayonnés, de l'ancrage et des couleurs et tout ça. Donc vraiment quelque chose en fait pour plonger un petit peu, on va dire, dans l'atelier d'un artiste et avoir les commentaires qu'il peut avoir sur son propre travail. Donc là c'est déjà le 8e artbook qu'il fait, mais après sur un ensemble d'années assez conséquent. Je crois que parmi les premiers c'était en 2013-2014 qu'il avait fait sur Ulule. Moi je m'en rappelle encore. On était sur DC Planet à l'époque, oui, c'est vrai, je me souviens très bien. On le croisait souvent à l'époque, quand il était là chaque salon. Ouais, à PCE, tout ça, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en vrai aussi. Et donc là, c'est le 8e artbook. Ça fait 2 ans qu'il avait pas fait de campagne. Le 7e, c'était en 2020. Donc il y a aussi la pandémie un petit peu qui est passée par là, ou l'après-pandémie qui est passée par là. Et donc là, on a un nouvel artbook qui a retrouvé, donc qui sera de plus de 80 pages avec une très très jolie Scarlet Witch en couverture, et une campagne justement, vu qu'elle est menée par un artiste, qui permet aussi de récupérer soit des sketch cards, soit même des commissions en fait en fonction des contreparties, ou même de mettre la main sur les précédents artbooks. Donc voilà, Julien, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui propose aussi un chapitre de preview pour Apollo and the Shades, qui est son prochain creator owned, qui prend son temps, mais qu'on a vraiment hâte de découvrir, puisque le teasing est bien présent. Mais en tout cas voilà, Julien, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup et qu'on suit depuis il y a pas mal d'années, qui est qui a un bon coup de crayon, et qui en plus est quelqu'un humainement de super sympathique. Donc on vous encourage à aller aussi sur la page Ulule de son projet. Le lien est dans la description du podcast, et d'aller soutenir si vous le voulez, récupérer de jolis dessins. Et enfin, le dernier point Ulule avant de démarrer l'actualité hors financement participatif, c'est retour du côté de Comics Initiative, puisqu'il y a 2 projets en cours en campagne à l'heure où on vous enregistre ce podcast et on le met en ligne. Et si vous êtes des amateurs de fantasy, vous devriez apprécier les titres proposés. Il y a d'abord le retour des Contes du Givre de Jocelyn Billard qu'on avait reçu en podcast dans notre émission Super Friends. Donc les Contes du Givre, c'est dans un monde de fantasy animalier en fait, où j'imagine que Total a fait ses oléoducs en Afrique, et que du coup le monde a périclité et entré dans une ère glaciaire, et forcément qui dit ère glaciaire dit développement des rongeurs. Et donc dans cette oui. C'est tout à fait logique. Tout à fait logique. On est d'accord. Évidemment. Merci Corentin de me soutenir. Mais l'outre de South Park, l'outre du futur. Tout à fait. Et donc en fait, on suit une Baba Mola, donc une taupe un peu sorcière, qui raconte des histoires du monde d'avant à des petits rongeurs. Et ce qui était super intéressant dans ce projet, et on vous l'a déjà dit dans les podcasts en fait, c'est que à chaque conte, justement, ces contes du Givre en fait est illustré de façon différente. Jocelyn Billard en fait est très versatile, et il adapte son style en fait à chaque fois ce qu'il a envie de raconter, ce soit du crayonné, soit très en aplat de noir, ou alors avec différents styles de peinture et tout ça. Donc c'est vraiment une expérience
expérience qui est visuellement hyper intéressante. Et donc là, le 3e tome qui s'appellera Chaos Orchestra et qui s'intéressera a priori aux vilains de cet univers est en cours de financement. Et ce sera le dernier tome de cette trilogie des Contes du Givre. Mais si vous aviez écouté le Super Friends, vous savez qu'il n'a pas l'intention de s'arrêter là avec cet univers, puisqu'il nous avait quand même parlé d'un total de 9 tomes de mémoire, ça je m'en rappelle. Donc j'imagine qu'en fait, les Contes du Givre forment une première trilogie et astuce, malin, tout ça, on fera une deuxième trilogie après qui s'appellera peut-être autre chose, peut-être les Contes du Dégivre, je sais pas. Oh là là. Voilà, je sais pas. Les Contes du Dégel. Les Contes du Dégel, effectivement. Mais voilà, on imagine que l'univers va pouvoir s'étendre avec des cycles, en fait, tout simplement, structure assez... On va partager avec le Père Castor aussi. C'est assez classique. Donc ça, c'est à soutenir sur Ulule. Et il y a également 2 titres qui nous viennent des États-Unis, By the Horns de Marquisane Nassau et Jason Moore, qui a l'air plutôt rigolo puisque on s'intéresse à Elodie, qui est une chasseuse de monstres et qui en fait dans cet univers de fantasy déteste les licornes parce qu'elles ont piétiné son mari. Et apparemment dans cet univers-là, les licornes c'est des vraies connasses. Et du coup en fait, ce qu'elle peut faire, c'est que quand elle bute des licornes, elle leur arrache les cornes et avec les cornes ensuite, elle peut développer des armes et des pouvoirs. Et donc voilà, ça a l'air super, assez, ça a l'air assez. Le braconnage. Hein ouais, ça c'est une BD validée par Chasse-Pêche et Tradition. Clairement, non, mais voilà, mais le truc c'est que en fait pour vraiment réussir son but, elle va devoir aussi s'associer à des créatures qu'elle déteste. Et donc j'imagine que c'est à la fois rigolus et c'est une série qui est prévue en 2 tomes de 200 pages a priori chacun. Donc ça a l'air quand même assez déjanté. Et à côté de ça, il y a aussi Grit qui est annoncé. Grit de Brian Wickman et Kevin Castagnero, qui a l'air d'être beaucoup plus bourrin, où en fait c'est un vieux monsieur qui est un chasseur de monstres aussi, et il utilise des épées, des haches et ses poings pour bourrer le pif des démons, et ça a l'air très on va dire très bourrin, très bourrin, mais assez fun aussi. Donc j'imagine que ça plaira aux amateurs de genre. Il y a un petit côté Rumble un peu qui est revendiqué dans le truc, dans le côté vraiment on va mettre des patates dans la tête, peut-être un Shirtless Bear Fighter mais en plus violent aussi, et tu vois, avec des monstres au lieu des ours. Mais en tout cas voilà, tout ça est à découvrir chez Comics Initiative. Et voilà donc pour le préambule sur les campagnes qui sont en cours de financement. Waouh, ça va? J'ai appris plein de trucs. J'espère bien. J'ai dormi un peu aussi. Je suis là pour ça, mais ça c'est pas très gentil, Corentin. Tu pourrais te garder ce genre de commentaires en dehors de l'émission quand même. Bah oui. Tu sais, c'est de la télé, c'est presque de la télé, donc faut faire semblant de s'apprécier. Bah si c'était de la télé, il y aurait de l'image. Ouais. Du coup, les gens m'auraient vu dormir. C'est vrai. J'aurais pas eu besoin de le préciser. C'est vrai. C'est pas très sympa de ta part. Oh bébé, continue. Du coup, on continue de parler de VF dans ce podcast avec pas mal de titres qui arrivent, particulièrement chez des éditeurs indépendants, en tout cas des structures, en tout cas c'est des comics indépendants qui, on va parler que de ça d'ailleurs, je crois que il y a juste une news Marvel à la toute fin quand même que je t'ai gardé pour toi. Serial de Terry Moore qui arrive en août 2022 aux éditions Delcourt. Vous le savez, Terry Moore, l'auteur de Strangers in Paradise, de Motor Girl, de Rachel Rising, c'est un des auteurs fétiches de la collection Contrebande et de Thierry Mornay, donc le directeur de collection de cette maison. Et voilà, tous les Terry Moore arrivent tôt ou tard chez cet éditeur. Et donc là, en fait, qu'est-ce que c'est Serial? C'était un titre de Serial Killer, encore une référence à la Cité de la Peur, décidément on ne s'arrête pas dans ce podcast. C'est donc un spin-off de Rachel Rising en fait, avec le personnage de Zoé en fait, qui est une fille d'apparence somme toute ordinaire, comme toute petite fille de 12 ans, sauf qu'en fait elle était possédée par un démon qui la poussait à commettre des meurtres, tout simplement, et ça fait 50 ans en fait qu'elle fait ça, que c'est une tueuse en série. Et en fait donc dans la série Serial, elle va être enfin délivrée de son démon, et le problème en fait c'est qu'elle va découvrir qu'une amie d'enfance s'est faite assassiner, et donc connaissant avec toutes les compétences qu'elle a acquises depuis 50 ans, elle va partir à la recherche du tueur. Donc le tueur en série est traqué par une tueuse en série, Inception de tueur en série, et puis voilà, après c'est du Terry Moore, donc c'est toujours aussi bien gratté. C'est vraiment un trait qui est je trouve très séduisant, je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui en plus ces personnages féminins sont toujours super cool, mais masculins également, du noir et blanc. C'est majoritairement des personnages. Est-ce qu'il a fait des séries avec des héros? Alors avec des héros, non, je crois même pas. Non, par c'est contre, que des féminins, c'est comme Ruka. Ouais.
C'est ça il apprécie vraiment ça. Donc du noir et blanc. A priori, vu que c'est chez Delcourt, suivant la collection, ce sera donc dans ce format un peu souple à dos blanc qui ira très bien dans la collection avec le reste de ses œuvres. Et donc c'est prévu pour le mois d'août prochain. Corentin, un petit mot là-dessus. Oui, bah c'est une série qui est très sympathique. J'avoue, moi j'avais commencé seulement et je me suis dit finalement j'allais attendre justement l'édition VF. Il y a un petit côté humour noir aussi. Enfin, c'est pas à se taper le cul par terre, mais il y a un côté où elle joue de sa condition un petit peu infantile pour manipuler les gens, où effectivement elle est assez violente. Il y a même une narration qui utilise des comment on appelle ça, des bulles de pensée, enfin des nuages de pensée, qui donnent un côté un peu désuet, mais ça reste quand même dans l'ambiance de Rachel Rising, donc toujours assez calme, assez gris, assez macabre, on va dire. Ça fait un peu horreur réaliste, ça fait aussi un petit peu thriller d'Amérique profonde, on va dire. Donc oui, de toute façon, tout ce qui est Terry Moore, c'est toujours intéressant à suivre. Moi, j'avoue, c'est pas ma préférée Rachel Rising de CBD, mais je trouve que c'est toujours très agréable à découvrir, à redécouvrir. Et comme tu l'as dit, bah, c'est une biographie qui est complète, qui a des thèmes précis, que ce soit d'ailleurs la violence et la féminité. Donc on est toujours content de savoir qu'il y a un nouveau projet de Terry Moore qui arrive. Et en plus, ça complète bien un catalogue qui est bien fourni en France chez Delcourt. Delcourt aussi, qui a sorti récemment, on le place comme ça au cas où, une première intégrale de Criminal de Ed Brubaker et Sean Phillips, ce qui me permettrait peut-être si je le place comme ça, c'est peut-être pour dire que peut-être que très prochainement il y aura un podcast sur Criminal qui arriverait, enfin sur Ed Brubaker qui arriverait. Je dis ça, je dis rien, voilà, mais je l'ai dit quand même. Donc il l'a dit. Soyez alerte pour les podcasts de la semaine prochaine. Ensuite, du côté des éditions Futuropolis, on continue aussi à enrichir un catalogue d'auteurs, puisque vous le savez, Futuropolis édite aussi des comics. Alors ils en font pas énormément chaque année, parce que c'est une maison d'édition plus généraliste à la base, qui fait tout aussi bien, enfin de la BD, du roman graphique, de production franco-belge, mais aussi qui s'intéresse à des auteurs d'ailleurs qui viennent d'autres pays, de toute façon sans distinction. Du côté des auteurs américains, il y a quelques noms qu'on retient particulièrement chez eux. Par exemple, un certain Geoff Darrow, voilà, par exemple, comme ça. Un certain Matt Kindt aussi, qui fait quand même beaucoup, qui a même fait une création pour eux au final. Mr. Mammoth, on vous en avait parlé il y a quelques mois. Et aussi Jeff Lemire. Jeff Lemire, c'est chez Futuropolis que Essex County, c'est un de ses premières BD en fait, est sorti. Ils ont fait plusieurs travaux à lui, comme Plutona, comme The Nobody. Plutona, génial, Plutona. Et donc cet été arrive le labyrinthe inachevé, qui n'est donc que d'autre que l'adaptation en VF du titre de Maze Book. Tout à fait, qui était labyrinthe. Voilà, qui sortait chez Dark Horse et qu'on avait un petit peu chroniqué lors de son début de parution en VO. De quoi ça parle? Eh bien, d'un monsieur qui travaille sur un chantier et qui est hanté par la mort de sa fille et qui erre littéralement dans un quotidien qui n'a plus vraiment de sens pour lui, sauf que un jour, il reçoit en fait un appel de sa fille qui suppose que peut-être elle n'est pas morte, peut-être qu'elle est vivante, et il est persuadé qu'elle est en fait prisonnière dans un labyrinthe qui serait en fait le labyrinthe d'un livre justement de jeu en fait qu'elle n'avait jamais pu terminer. Et donc en s'aidant de ce livre et en reconstituant en fait le labyrinthe par rapport à la carte de sa vie, il va partir à sa recherche. C'est un livre qui est lémirien à 100%. Ouais, tout à fait. Mais d'ailleurs, au départ, quand on avait chroniqué le premier numéro, j'avais réécouté. Et finalement, une fois que je l'ai terminé, je trouve qu'on a été un peu dur, puisqu'en fait, certes, ça brasse toujours les thématiques habituelles de Jeff Lemire. En plus, ça le fait avec son style de coup de crayon à lui. Et parce que c'est vrai qu'il est auteur et dessinateur là-dessus. Voilà. Au départ, d'ailleurs, Jeff Lemire était surtout auteur-dessinateur, et c'est après, en multipliant les projets, qu'il a commencé à lâcher de plus en plus la partie crayonnée. Ce projet-là, quelque part, c'est l'un des rares titres. Enfin, après, il y en a quand même des millions de titres de Jeff Lemire. Donc c'est pour ça aussi, en fait, il dessine régulièrement, mais au milieu de la masse, on s'en rend plus forcément compte. Et il a un style justement très dépouillé qui lui se prétend héritier de Paul Pope. Il y a un petit côté Matt Kindt aussi, il y a un petit côté, c'est de la BD un peu dépouillée, on va dire, en termes de style, où tout est assez gris, assez flottant. Là, en plus, c'est bichromatique, c'est-à-dire que la plupart des scènes sont soit en jaune et noir, soit en bleu et noir. Et ça intervient seulement la nuance du rouge, qui représente, parce que c'est une BD à épaisseur, on va dire, en termes de symboles. Vous avez l'idée du labyrinthe, parce que sa fille était fan de labyrinthe à tracer, jeu, à tracer, effectivement, des boîtes de céréales, des trucs que vous aviez dans les Mickey Parade à l'époque, qui va ensuite croiser avec le mythe du Minotaure. Et du coup, le mythe du Minotaure égale le fil d'Ariane, dont l'héroïne se sert pour se repérer à travers le labyrinthe.
Ce fil-là va devenir l'allégorie du pullover rouge justement qu'elle portait aussi, son ouais, vivant ouais. et qui se découpe parce que c'est un pullover en laine, et d'un autre élément, puisqu'on va pas vous dire comment la jeune fille en question est morte, Non. mais il y a effectivement une allégorie sur sur c'est quoi en fait quand t'es père, dire adieu à ta gosse. On pourrait le rapprocher de I Kill Giants ou de d'autres BD justement qui abordent le deuil de manière assez comment dirais-je, fantasmée ou fictionnelle, qui rajoutent des éléments justement un peu de monstruosité ou de mystère dans ce type de récit. Donc finalement sur le long terme, 5 numéros en plus, c'est assez rapide. Ça reste finalement une BD que j'ai bien aimée. Je trouve pas qu'elle apporte énormément de choses dans la bibliographie de Jeff Lemire, qui ne fait que parler de ça, de paternité et d'enfance qui se croisent dans une sorte de drame et de tragicomédie. Mais tel quel, c'est toujours agréable de voir un bon Jeff Lemire qui arrive. Qualitativement, c'est propre. C'est cool si vous êtes fan justement de tout ce côté labyrinthe qui sert aussi au découpage beaucoup. Il y a souvent des plans aériens, il y a souvent d'une utilisation de la mise en scène qui permet de nourrir l'idée que le mec est perdu en fait lui-même dans un labyrinthe qui est son deuil, et que sa fille du coup est perdue dans un labyrinthe fictif que lui se représente, etc. Donc c'est pas mal, c'est une bonne écriture effectivement à symboles, à épaisseur multiple. C'est bien écorché vif comme on aime. Si vous êtes vous-même parent, il est possible que ça vous fasse un peu de la poudre aux yeux. Non, pas ça, comment on dit, de l'huile aux yeux. Vous allez chialer, voilà. En fait. Comme des merdes. Voilà. Mais ouais, en tout cas, très bonne lecture, et c'est cool de voir que ça arrive en France et que tout Jeff Lemire n'a pas vocation à aller que dans le côté urbain et compagnie. C'est ça. Et on vous rappelle que chez Futuropolis récemment, il y a aussi eu fabuleux Semence de Annocenti et David Ara, mais aussi le Raptor de Dave McKean. Donc voilà aussi deux albums qu'on ne peut que vous recommander. Et on va continuer du côté des annonces en VF et on va aux éditions de Noël, Corentin, pour le nouvel album, enfin le dernier album de Alison Bechdel. Oui, alors le titre anglais c'est The Secret to Superhuman Strength. Le titre français s'il te plaît. Donc Alison Bechdel, pour celles et ceux qui ne voient pas, c'est donc une cartooniste des années 80-90 qui a pour particularité d'être une artiste engagée sur les thèmes de l'homosexualité, puisqu'elle est elle-même lesbienne. Et le secret de la force surhumaine. Merci. Et c'est pour ça qu'elle s'est fait connaître avec le comic strip Dykes to Watch Out For. Donc pareil, j'ai oublié le titre français. Je crois que c'est Gwyn à surveiller ou un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça probablement. Parce que Dyke c'est effectivement le terme argotique pour dire lesbienne aux États-Unis. Donc c'est là effectivement qu'elle se fera repérer, notamment pour la fameuse création du Bechdel test, qui fait que maintenant dès qu'on parle de Bechdel, il faut qu'on parle du test de Bechdel. Alors qu'en vérité, sa carrière va beaucoup plus loin que ces trucs-là. Elle a fait effectivement le roman graphique Fun Home, qui aborde l'histoire de son père. C'est un peu comme White Bird de Greg Araki pour ceux qui voient. Et qui a été adapté ensuite en musical, un musical à succès puisqu'il a obtenu des Tony Awards, tout un tas de prix. Elle-même est auréolée d'un Eisner, d'un prix Pulitzer. Enfin, elle a beaucoup de récompenses. C'est pas du tout une artiste de comics au sens où nous on l'entend quand on parle d'Image Comics ou de Boom, etc. C'est de l'indé, c'est-à-dire que c'est vraiment du roman graphique qui parle de sa vie à elle, avec des thèmes très dramatiques, très aussi parfois écorchés vifs justement, puisque Fun Home c'est pas rigolo, hein. C'est pas fun, en fait. Voilà. Le titre est mensonger. La deuxième histoire qu'elle avait faite, c'était sur sa mère, Are You My Mother, qui, voilà, pareil, complète un petit peu ce côté portrait de l'enfance. Et enfin, le secret de la force surhumaine, justement, va aller plus loin en parlant, enfin, d'elle-même et de toute sa vie à travers le rapport au sport. En fait, depuis qu'elle est petite, apparemment, elle aime le sport. Et plein de sports différents. Ça évoque sa pratique du ski, de l'athlétisme, la musculation. On voit aussi le trekking beaucoup. Il y a beaucoup de trekking dans cette BD. Justement, il y a un rapport à la nature aussi qui s'établit par rapport aux endroits qu'elle visitait quand elle a quitté son état natal. Ça parle de sa vie privée, ça parle de son éducation, ça parle de son apprentissage de la BD aussi, du rapport aux arts, du rapport à la pop culture, de c'est quoi se projeter dans une vie de femme entre guillemets à travers le XXe siècle. Donc c'est encore une fois une très bonne BD, comme souvent avec Bechdel. Ça parlera probablement plus justement à des gens qui connaissent des œuvres équivalentes en France, on va dire, comme celle de Bagieux par exemple. C'est plus dans cette catégorie de BD là qui sont biographiques, qui évoquent des thèmes très intimes et qui sont faits par des femmes qui justement ne cherchent pas à correspondre aux thèmes de la fiction pop, on va dire. Donc voilà, c'est super cool. C'est bien que ça arrive en France, c'est pas une surprise non plus. C'était édité l'an dernier aux États-Unis, ça arrive là cette année chez De Noël. Et a priori Bechdel sera là en France pour accompagner la sortie du bouquin entre les 8 et 14 septembre. Il y aura notamment des conférences qui seront données, une dans un MK2 si je dis pas de bêtises, probablement à Beaubourg.
Ou pour ABNF, pardon. Donc voilà, c'est chouette, et découvrez l'œuvre d'Alison Bechdel. On rappelle d'ailleurs qu'il y a un film qui va être fait, qui est basé sur l'adaptation en musical de Fun Home, qui est produit par la boîte de Jake Gyllenhaal. Donc voilà, c'était l'info Capital. blockbuster, Capital. l'info hollywoodienne qui permet à cette news de pas être un truc de niche. Eh bien, merci Corentin Kit. C'est vraiment très sympa de t'avoir avec nous. On est là pour ça, mon pote, t'inquiète. Allez, Corentin, dernière annonce du côté de la VF, je crois, si je suis mon conducteur. Oui, tout à fait. C'est une annonce, alors pas surprise, d'ailleurs, je pense que les gens les plus ardus sur les réseaux sociaux avaient déjà pisté ça, puisque le directeur de collection en avait déjà fait mention. C'est la suite de We Live qui se rajoute en express dans le programme 2022 de la maison d'édition 404 Comics. We Live des frères Miranda, Inaki et Roy Miranda, qui nous racontaient dans un premier volume l'histoire de Ototo et de sa sœur qui, dans un monde pas laissé à l'abandon, mais voilà, dans un monde qui, je sais pas, correspond peut-être à d'ici 2 ans, hein, c'est clairement en 2024, je pense. Ouais, je dis ça, ouais. Ou face à la catastrophe écologique, en fait, que l'être humain n'a bien sûr pas pu arrêter, la Terre est menacée d'extinction totale, et une race extraterrestre décide d'envoyer un certain nombre de bracelets pour un petit millier de personnes, enfin quelques milliers d'enfants, ouais. Qui en fait pourront ensuite s'échapper en dehors de la Terre pour que l'humanité puisse quand même survivre à la destruction de sa planète. C'est 5000, je crois. 5000, ouais. En fait, j'ai dit entre 5 et 9000, je me rappelle plus, mais voilà. Et en fait, donc on suivait, donc Ototo était l'un de ses élus et était voilà protégé par sa sœur pour aller d'un point A à un point B dans un monde hyper dangereux où la faune et la flore sont devenues mortelles pour l'être humain, mais aussi l'homme est devenu aussi un loup encore plus pour l'homme lui-même. C'était très violent, c'était très prenant, c'est très très beau ce que Inaki Miranda dessine hyper bien, et surtout il y avait un twist à la fin, et une twist que tu le sentais pas venir, et tu, le principe, et tu faisais, c'est vrai, et tu faisais oh c'était donc ça We Live en fait, je ne l'avais pas vu venir du tout, et le fan de Chichou et Fatchou le con, incroyable quand même. Et donc voilà. Et donc après de suivre, donc ce twist qu'on ne divulguera pas pour les personnes qui n'auraient pas encore lu We Live, mais quand même il y a un moment il va falloir bien que vous le lisiez, surtout qu'on l'a choisi parmi on a voté pour lui à la CBD parmi les 10 lectures de l'été à recommander, donc c'est bien que c'est bien quand même, tu vois. Non, mais comment tu veux qu'on présente le tome 2? Ah ben je vais le faire, tu vas voir, regarde le maestro. Vas-y. Le maestro Tomasini. Il y a un bon temporel. Exactement. Déjà. Donc une mini-série qui nous fait un bond dans le temps et qui nous expose la situation telle qu'elle est après le twist du premier volume. Un rapport de force un petit peu inversé entre Ototo et sa sœur. Une situation d'ailleurs qui est présentée par 2 points de vue différents, avec le premier numéro qui avait été sorti en double avec une version black et une version white pour présenter vraiment le contexte de l'histoire sous 2 points, sous 2 angles scénaristiques différents. Et ensuite, il y aura le reste de la mini-série. Forcément, on ne vous en dit pas plus si jamais vous n'avez pas lu le premier tome. On espère que d'ici la sortie en octobre, qui est donc très rapide par rapport à la publication VO, vous aurez fait l'effort de le lire, histoire qu'on puisse en parler, parce qu'on va pas refaire une Damian Wayne bis qu'on avait dû pendant 4 ans à ne pas dire que Damian Wayne était mort dans Batman Inc. Parce que c'était pas encore sorti en VF. C'était quand même assez insupportable. Là, le truc il est disponible en VF. We Live, c'est vachement bien. Allez dans des bibliothèques et dites-leur de le commander si jamais vous ne pouvez pas le prendre forcément. Et on vous rappelle aussi qu'on a un Super Friends avec le duo d'auteurs et artistes disponible sur First Print si vous voulez plonger dans les coulisses de ce projet, où justement ils nous expliquent un petit peu cette histoire de twist et un peu les plans qu'ils avaient pour la suite, et notamment pour Age of Palladians. Donc ce sera disponible fin octobre chez 404 Comics, et la traduction est toujours assurée par le Comi des Comics, à retrouver tous les mercredis sur YouTube avec son JT. Et puis del Pueblo. Et puis ce sera bien, de toute façon, hein, c'est We Live, donc on pourra que vous recommander la lecture. Corentin, on passe du côté de là. J'en parle, il a peur que je spoil. C'est ça. En fait, vous le savez pas, mais on a coupé un moment où il spoilait alors qu'il, non, voilà. C'est toi qui as spoilé techniquement. Et les gens le sauront quand ils auront lu la BD. Continue maintenant. Absolument pas. Corentin, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur Erratic de Carrie Andrews, qui revient chez Eiwa Studios à la rentrée pour son second volume? C'est quand même une super nouvelle. Oui. Ce petit hommage un peu côté Ultimate Spider-Man avec ce jeune super-héros de... Plagiat, j'appelle ça, moi. Plagiat? Mais oui, oh là là. Non, mais clairement. Mais c'est pas grave, c'est bien quand on plagie les bonnes BD pour faire des bonnes BD, y a pas de problème.
Donc effectivement, Erratic qui se passe dans l'univers de The Resistance. Oui, c'est ça, exactement. L'univers de Resistance de Michael Straczynski, où un virus causé par on ne sait pas quoi génère l'apparition de créatures à pouvoir. Et dans le tas, évidemment, on va avoir différentes... alors, on n'a pas eu non plus 40 000 séries, mais on a eu quelques séries qui développaient ce truc-là sur des points de vue plus individuels, parce que Straczynski prend une lecture beaucoup plus globale, avec pas un héros, mais différents points de vue, comme d'habitude. Et Erratic, c'est l'essai de Gary Andrews à la mythologie arachnéenne, en décalé, parce qu'il s'agit pas d'un gamin qui se fait mordre par une araignée, évidemment, mais c'est un petit Peter Parker dans une petite ville qui vient de déménager, et qui, bah voilà, s'intègre à un nouveau contexte en devenant un super-héros lui-même. Sauf que ses pouvoirs ne durent que 10 minutes. Exactement. Exactement. C'est très très beau. C'est vraiment un travail assez impeccable de la part de Gary Andrews, qui, je pense, avait vraiment envie de rendre hommage à Spider-Verse. D'ailleurs, c'est fou le nombre de trucs qui décalent de l'esthétique Spider-Verse, je suis en train de me dire, parce que t'as la série de Kid Cudi, t'as même Miss Marvel où les réals ont admis qu'ils avaient pris des idées dans Spider-Verse. T'as le truc de Power, là, avec la nana qui fait du kung fu électrique. Et bah, Erratic s'inscrit pareillement dans ce espèce de mouvement créé par Spider-Verse avec des couleurs super, voilà, électriques, justement. Beaucoup de violet, beaucoup de bleu, beaucoup de rouge, des effets de flash, des effets de zoom, etc. Enfin, de zoom, de traînée, je veux dire. Qui sont super agréables à l'œil. C'est très mignon, c'est tout gentil, c'est vachement bien. C'est une lecture fraîche et originale sur Amazing Spider-Man, enfin, sur Ultimate Spider-Man, en l'occurrence. La première mini-série s'achevait sur une bonne note, en plus. C'était que 5 numéros, je crois. 4. C'est vrai? 4? My God. Et donc, du coup, le deuxième volume, c'est 4 numéros aussi. En fait, il fonctionne, faut s'attendre à ce qu'il fonctionne comme ça par série de 4 numéros. Ou peut-être que c'était 5 pour la première, je me rappelle pas, mais en tout cas, la deuxième est annoncée pour, Et la deuxième est annoncée en 4 numéros, et en fait, je pense qu'il faut s'attendre à ce qu'il fasse comme ça qui fonctionnent par mini-série pour faire des volumes différents. Et entre chaque projet indé, parce que faut le marché indé, les ongoing, finito. Ah, non, bah oui. Bah, à part Saga. Ouais, à part Saga, ouais. Enfin bref, donc du coup, en tout cas, c'est une très bonne lecture. Est-ce que c'est arrivé en VF? Non, pas encore. Mais alors, qu'est-ce que vous faites là? Bah, je ne sais pas. Aiwa, c'est publié. Aiwa, c'est Panini. C'est Panini qui fait ça. Je sais pas si c'est au programme. Après, ils aiment bien Gary Andrews. Hein. Ils ont sorti Panini aime bien Spider-Man aussi, en plus. Donc, Ils ont sorti son Amazing Fantasy il y a pas longtemps, donc il y a moyen qu'ils puissent tabler dessus après, ouais. Un grand format. Donc ouais, bah, Panini, allez-y, les gars, c'est de la bonne cam. Et oui, effectivement, on est content parce que c'est vrai que Aiwa, moi, je trouve qu'il y a quand même à boire et à manger, mais qu'ils ont pas vraiment poussé l'idée, quelque part tant mieux, hein, de l'univers partagé de super-héros, ou en tout cas des nombreuses dérivations qu'ils pouvaient faire après de Résistance. Finalement, on a la série sur les Joneses, là, qui est arrivée récemment, l'espèce de Fantastic Four un peu suburbain. À part ça, il y a les Moffs de Straczynski. Donc, vrai, il y a vraiment que Erratic que je retiens des vrais spin-offs de Résistance. Ouais, puis l'avantage, c'est que Erratic, par contre, peut se lire de façon totalement indépendante de The Resistance. Une fois que j'imagine qu'il y a une page de garde qui explique un petit peu ce qui s'est passé. Ouais, mais même sans ça, franchement, c'est super perméable. Tout à fait, c'est vrai. Et puis c'est un Gary Andrews très différent. Si vous avez lu Renato Jones, c'est pas du tout le même style. C'est beaucoup plus comics et en même temps c'est plus chibi aussi. C'est des personnages à grosse tête trop mignon. Franchement, c'est même si vous aimez pas le style Gary Andrews classique qu'il a fait sur Iron Fist ou quoi, on est vraiment dans quelque chose de très différent, beaucoup plus mainstream, mais toujours aussi esthétique, poussé, travaillé. Donc allez-y quand ça sortira en VF et peut-être que ça sortira un jour en VF. Voilà, très bien. Allez Corentin, une autre nouvelle série qui arrive du côté de Image Comics, ça s'appelle Flawed, c'est écrit par Chuck Brown à qui l'on doit notamment Bitterroot. Ouais, exactement, et Chuck Brown, qui se cache pas qu'il a envie de faire autre chose que Bitterroot de temps en temps pour s'aérer un peu la tête. Alors ça se passe dans une ville kafkaïenne, comme il a dit lui-même, qui s'appelle Satham. Satham, voilà, c'est quoi une ville kafkaïenne? Bah, c'est une ville absurde, en fait. C'est une ville où tout peut se passer. C'est une ville qui n'a pas vraiment de valeur rationnelle ou qui ne se plie pas au haut de la physique. Et en l'occurrence, on suit une thérapeute qui, de jour, essaie de conseiller les gens, enfin, d'aiguiller les gens sur la route de la santé mentale. Mais puis le soir, elle préfère quand même un petit peu aller se dégourdir les jambes avec des katanas et des flingues et défourailler à la fois les abuseurs qui causent à ces patients leurs problèmes mentaux, mais aussi la mafia. Pourquoi pas. Et un jour, justement, à force de trop bien faire son travail, elle finit par s'attirer les faveurs, ou plutôt l'attention, merci, d'un tueur en série immortel, millénaire, qui va lui cavaler après. Donc on est vraiment dans un truc qui est volontairement absurde ou surréaliste en tout cas, avec justement une artiste avec qui il avait déjà travaillé sur On the Stump, qui est Prenzi, c'est Prenzi effectivement, donc Francesco Prenzi Schiapara, qui a un style qui justement cherche aussi à aller vers le surréalisme, le pop, le cool, le dynamisme, tu sais, les lignes de fuite un petit peu décalées comme ça pour donner un truc un peu plus absurde. Donc c'est une série d'action
qui va justement chercher aussi à bâtir une sorte de nouvelle mythologie, puisque a priori la ville de Setham pourrait resservir à Chuck Brown à l'avenir. Il a dit que pour faire un univers partagé. un univers partagé autour d'une seule ville, comme dans Criminal, comme dans Sin City, comme dans qu'est-ce que tu fais cette tête bizarre là? Un univers partagé. Oui, peut-être. Moi j'aime bien. Partager ou pas, une anthologie avec un seul environnement commun. Mais peut-être il y aura des crossovers avec Bitterroot. C'est pas la même ville. Pourquoi tu dis des conneries? Parce que je fais le débile qui perd tous ses moyens dès qu'on lui dit univers partagé. Univers partagé, j'aime bien. Mais donc oui, c'est chouette parce qu'on sait que Chuck Brown, voilà, c'est un peu devenu une petite vedette de l'indé, on va dire. En tout cas, Bitterroot, c'est quand même une belle carte de visite. Aux États-Unis, oui, en France, c'est quand même beaucoup moins le cas. Bien sûr. Mais il est arrivé chez DC aussi pour faire des séries de l'univers Aquaman, notamment Aquaman et Black Manta. Encore inédite en France. Donc pour l'instant, c'est pas comme ça que Chuck Brown va pouvoir faire son nom sous l'hexagone, si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas, ça marche bien Bitterroot en France ou... Bah non. Non. Bah oui, mais bon, pas plus que ça. Pas à la hauteur de son Eisner, de son triple Eisner Award. Bah oui, mais les comics en France, Arnaud. On se fatigue là. Allez, hop, on arrête. On parle de manga, les gars. Allez, Genshin, pas mal. J'aime bien Naruto. J'étais un regard noir là, vous savez pas. J'aime bien Naruto et Dragon Ball, c'est vachement bien. Mais en tout cas, voilà, ça arrive en septembre, Flood 1. Yes. Et enfin, la grosse méga annonce pour la VO. C'est la partie Marvel. C'est la première fois que Corentin va dire du bien de Marvel depuis des mois. Donc, apprêtez vos oreilles. Parce que ça va être assez incroyable ce torrent d'éloges. Ça, je crois peut-être qu'il va même dire du bien de Sipi Sepulski. Je sais pas ce qui se passe, mais ça va être ça va être ça, ouf, je te rassure, ça va être ouf. Le mec va sortir des trucs assez dingos, hein, genre Chester fais-moi les fesses, je sais pas, ce genre de choses là. Tout peut arriver dans cette émission, c'est un peu le principe, hein, First Print. Voilà, c'est on prend beaucoup de café le matin et après on fait waouh, on se laisse porter par la vie. Oui. C'est beau. Alors Corentin, avant quand même, parce que la question que tout le monde se demande quand même et à laquelle tu devras répondre après, c'est qui c'est le plus fort entre Hulk et Thor. Mais avant de répondre à cette question, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le retour enfin célébré, enfin annoncé, enfin officialisé du Miracle Man de Neil Gaiman et Mark Buckingham? Mais en fait, je pense que je vais en faire un papier parce qu'il y a trop de trucs à dire et que j'en ai un peu marre d'embêter les gens avec ce sujet qui, je pense, comme pour Bitterroot, n'intéresse que moi dans ce pays. Et quelques autres vieux fans un peu tarés. Pour vous résumer ça, Miracle Man, c'est un personnage qui apparaît, enfin Marvel Man au départ, qui apparaît en sosie ou clone ou plagiat du Captain Marvel, donc de Billy Batson, Shazam. Chez Fawcett Comics. Chez Fawcett, effectivement. Donc à l'époque justement où le procès entre DC et Fawcett pour plagiat impose que Fawcett jette l'éponge en 53. Et une boîte britannique, Ed Miller & Son, qui vivait beaucoup des ventes des reprints de Captain Marvel en noir et blanc. Enfin, donc Captain Marvel, donc on rappelle, c'est encore une fois Shazam. Donc je veux dire, Shazam sera plus simple. De Shazam en noir et blanc, on se retrouve le bec dans l'os sans avoir de personnage vedette. Ils vont commander à Michelangelo la création d'un Captain Marvel qui s'appellera Marvel Man au Royaume-Uni. Le personnage connaît son petit boom de popularité. Et puis, à un moment donné, les comics américains commencent à déferler sur le Royaume-Uni en couleur. Et donc les héros britanniques, les quelques héros britanniques qui existent, vont tous s'effondrer. 20 ans plus tard, en 82, 20 ans plus tard, déjà en 81, Alan Moore est chez Marvel UK et il écrit Captain Britain dans la série The Daredevils, où dedans déjà il place un Miracle Man, qui est donc un Marvel Man, qu'il appelle Miracle Man parce qu'il n'a pas le copyright, et il manifeste son intention, son envie de retravailler sur une série Marvel Man, voilà, parce qu'il est fan du personnage et qu'il a toujours voulu en fait faire une sorte d'équivalent de l'histoire Captain Marvels et Super Duperman de Harvey Kurtzman, donc une parodie qui reprend le procès, qui écrit une histoire qui grosso modo serait la métaphore du procès entre Superman et Captain Marvel, mais à l'échelle britannique, parce que lui il est anglais, ça l'intéresse. Donc là, Deskin lance le magazine Warrior où sera éditée la série V pour Vendetta, et rachète, a priori, il est pas sûr, mais a priori il aurait racheté le copyright de Marvel Man au créateur original Michelangelo. On se passera plus tard que c'est pas vrai, qu'en fait il a pas racheté du tout et que toute cette série-là est totalement frauduleuse et que personne n'avait les droits en fait. Donc Alan Moore arrive, Alan Moore est en forme, Alan Moore est puissant, Alan Moore écrit un volume de 16 numéros qui éclate la concurrence et tout ce qui se faisait à l'époque. C'est l'anticipation de l'âge noir, c'est déjà un volume où on t'explique que le surhomme nietzschéen n'est pas du tout bienveillant, ni protecteur, ni rien. Le surhomme nietzschéen t'écrase la gueule, tu n'es qu'une fourmi pour lui. Et dans un combat entre l'ancien sidekick de Marvel Man et Marvel Man qui s'est réveillé après 20 ans d'absence,
va être créée une société utopiste, une société où en fait le super-héros bat son ennemi, s'allie à des puissances aliens, et avec la technologie, avec les idéaux, avec tout ce que tu veux, créer un monde débarrassé du crime, débarrassé des armes nucléaires, débarrassé de l'argent, débarrassé de la pauvreté, débarrassé de tout. Il installe un mont Olympe au-dessus de Londres, et on te détaille en fait petit à petit tout ce qui est parfait dans cet univers-là. Et là, Alan Moore s'arrête. Il te dit, voilà, j'ai créé l'utopie. Et voilà, en fait, c'est ça l'utopie nietzschéenne du surhomme, c'est il arrive, il change tout, tout est révolutionné, et maintenant, démerde-toi. Et à l'époque, parce qu'il a plus grand-chose d'autre à dire, il appelle Neil Gaiman, qui sont potes, Neil Gaiman, on sait, et il lui dit, Coco, écoute, moi je m'en vais de cette série-là, parce que j'ai plus grand-chose de neuf à raconter, mais ce qu'on pourrait faire, c'est, toi, je te laisse les clés, tu fais ce que tu veux, et vu qu'en fait, ça m'intéresse pas de retravailler avec eux, je te laisse même le copyright du personnage que j'ai créé, donc qui est Miracle Man. Et donc là, Neil Gaiman arrive, il prévoit une série en 3 volumes, avec l'âge d'or, l'âge d'argent et l'âge noir, et il expliquait où il voulait aller, etc. Donc c'est pas totalement une surprise, même si je pense que les plans ont évolué depuis. Il écrit donc l'âge d'or, qui est juste une collection en fait anthologique d'histoires qui sont des destins individuels d'humains dans l'utopie. En fait, tu vois un petit peu comment le monde s'est retransformé. Donc il y en a qui vont aller prier Miracle Man pour obtenir des miracles, justement. T'en as un qui va tomber amoureux de Miracle Woman et qui du coup va tomber amoureux d'une déesse parfaite, alors que c'est pas ça vraiment l'amour, tu vois, c'est pas la perfection, c'est aussi aimer l'autre à travers ses défauts, etc. Tu vois aussi comment il y en a qui se mettent à adorer l'ancien sidekick qui est un génocidaire infâme. Tu vois aussi comment la création des Miracle Babies, qui sont des bébés en fait de Miracle Man qui avaient envoyé son sperme à des meufs qui pouvaient pas avoir d'enfants, commence un peu à casser le rôle de la paternité, de la maternité, parce qu'en fait, si tu veux, ces bébés-là grandissent trop vite, ils sont trop intelligents, et du coup, les mères qui ont eu ces enfants-là se retrouvent à être les inférieurs de leurs enfants. Enfin, c'est super chargé, c'est super dense. Il y a un numéro d'espionnage qui est exceptionnel au niveau du twist. C'est le Truman Show, mais à l'échelle des comics. Enfin, voilà. Mais le problème, c'est que cette première série-là ne fait pas avancer l'intrigue. C'est vraiment juste des destins individuels. C'est The Leftovers, en fait. C'est comment, en fait, on a créé une nouvelle situation et on voit les destins individuels des uns et des autres de petits humains dans un monde de dieux. Et il avait prévu ensuite de retrouver Miracle Man, Miracle Woman et d'autres personnages. Je vais pas vous spoiler qui y a dedans, mais et c'est jamais arrivé. Parce qu'après ça, en fait, la boîte Eclipse qui avait racheté les droits de Miracle Man a fait faillite. Todd McFarlane, a priori pour faire chier Neil Gaiman, parce qu'à l'époque c'était déjà en bisbille par rapport à Angela, a racheté les droits de Eclipse et a voulu s'emparer du personnage. Il a même tenté de créer un Miracle Man dans Spawn, dans Hellspawn 6 de Ben Bendis et Ashley Wood. On voit Mickey Moran, donc Miracle Man. Et puis procès, paf, jusqu'à 2009, où en fait la justice dit, mais en fait de base, Deskin du magazine Warrior, c'est très compliqué, je suis désolé, c'est pour ça qu'il faut que je mette ça par écrit. Deskin du magazine Warrior n'avait jamais acheté les droits à Michelangelo, qui en fait depuis le début les a. Et toutes les BD qui ont été faites depuis ont été faites sans le copyright en fait original. Donc Marvel, entendant ça, se précipite vers Michelangelo, lui dit on rachète. Et il lui rachète les droits. Fin du procès entre McFarlane et Neil Gaiman. Neil Gaiman, on peut se dire pour remercier Marvel, leur donne Angela ou leur vend Angela pour voilà. Et là, annonce de la nouvelle série, donc ils ont tout réimprimé le volume de Moore avec des nouvelles couleurs que je trouve pas ouf, qui ont été éditées chez Panini d'ailleurs en France. Voilà, qui sont introuvables maintenant. Qui sont introuvables maintenant. C'est là que j'ai découvert la série. Il y avait d'ailleurs une couverture de Comics Blog à l'époque. Et après, on a attendu la suite, quoi. Et la suite, enfin, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, a été annoncée, confirmée. Ça arrive, les copains. Ça fait 30 balais quasiment, 90-2022, oui, ça fait 30 balais. T'as pas peur que ce soit nul, du coup? Neil Gaiman, Mark Buckingham, j'ai pas peur que ce soit nul, non. Et honnêtement, les plans qu'il avait fomentés à l'époque, il en a déjà parlé, en fait. Attends, Neil Gaiman, ses derniers comics, ça date de quand? Ses derniers comics? Sandman Overture. Ouais, si c'était ouf quand même, ça. Oui, non, mais Neil Gaiman, il se foire pas, gros. Hein. À part en série télé, éventuellement, on peut dire que c'est pas son métier. Mais il y a pas non plus 40 exemples de mauvaises BD de Neil Gaiman. Et là, c'est Neil Gaiman de l'époque. Il peut même reprendre les scripts qu'il avait écrits à l'époque. Hein. Parce qu'en vérité, tout était déjà écrit. Il avait dans les interviews. Si vous cherchez sur le web, même je crois que c'est en gratuit sur Google Books, vous avez Kimota, The Miracle Man Companion, qui est un long essai de George Coury qui a interviewé Alan Moore, qui a interviewé Neil Gaiman, Deskin, Michelangelo, et qui retrace tout. C'est super documenté, c'est génial. Il t'explique vraiment tout la genèse, etc. Et dans l'interview de Neil Gaiman, il te dit, voilà où je comptais aller volume 2, volume 3, etc. Et à la fin, ça terminait comme ça et tout. Donc en fait, tout est déjà calibré, prévu. Buckingham, il a fait que gagner en talent depuis, en plus, hein, parce que Mark Buckingham, récemment, c'était encore quoi? C'était les Dead Boy Detectives, qui sont géniaux. La réintroduction de Fables, qui est tout aussi belle qu'avant, enfin, toujours aussi belle. Franchement, moi, je suis chaud, patate, bouillance. D'ailleurs, je crois que j'ai écrit tous les articles sur Miracle Man depuis 4 ans, en fait. T'es expert sur le sujet, donc.
Ouais, puis c'est quand même dingue de se dire justement que ça va arriver, tu vois. C'est-à-dire que je me souviens, à la fin de l'interview de George Coury, qui était est-ce que vous pensez vraiment qu'un jour, à Neil Gaiman, vous pensez un jour vraiment que vous y arriverez? Il dit, bah écoute, là je suis en procès depuis 5 ans pour ce truc-là, c'est un cadeau que m'a fait mon mentor, j'espère sincèrement la faire avant de mourir. Et il va la faire avant de mourir, et avant que nous on meure aussi, donc c'est quand même plutôt cool, tu vois, il y a plein de volumes inachevés, que l'histoire des comics est peuplée de ça, en fait, tu vois, même de procès et compagnie. Donc non, c'est vraiment un grand plaisir, j'ai envie de te dire. Et je sais pas où je vais avec ça, mais ouais, enfin c'est vraiment une prophétie qui s'achève. Et tu vois, c'est comme si on me disait que demain Moore revient pour faire la maxi-série Minutemen qu'il voulait faire au départ en 12 numéros, tu vois. Tu me dirais non, c'est pas possible, ça va pas arriver et tout. Donc ouais, enfin quel plaisir. Panini, encore une fois, si tu m'écoutes, réédite les volumes de Miracle Man. J'imagine que là, il faudra le faire soit en omnibus, soit en deluxe, je sais pas, connaissant leur politique. Le volume de Gaiman, il a été édité, la première mini-série en 6? Je sais pas, j'ai pas. Hein. Moi, je l'avais découverte en VO, en achetant un trade VO, justement. Mais, enfin bref, tout ça pour dire simplement que, et je vais encore une fois vraiment mettre ça sur papier parce que j'ai pas le temps de tout vous expliquer pourquoi c'est génial et compagnie, mais c'est vraiment un truc qui est ultra important à l'échelle du sort des super-héros. Rick Veitch, Alex Ross, Mark Waid, ils ont tous dit, sans Miracle Man, enfin sans Marvel Man, probablement qu'il n'y aurait pas eu Kingdom Come, probablement qu'il n'y aurait pas eu, même pour Alan Moore, Watchmen, hein, il le dit lui-même, Watchmen c'est la continuation de ce travail-là de déconstruction des surhommes. Et là même toute l'école Vertigo s'inspire de la technique Miracle Man, de comment il a tout renversé et tout. Donc voilà, grande attente, grands espoirs. Très bien. Bon allez Corentin, c'est bien beau de parler de bande dessinée, mais il serait temps de parler de vrais sujets, hein, quand même, puisque les BD c'est pour les enfants et nous on est des adultes, hein, donc nous qu'est-ce qu'on fait? On regarde des séries télé peut-être et des films. Donc voilà, c'est le moment de passer dans la partie écran de ce podcast avec une petite date de sortie et un premier trailer pour la saison 3 de la série animée Harley Quinn, qui a l'air toujours aussi déjantée, toujours aussi crue, toujours aussi violente, et sur laquelle c'est bon, on ne s'embarrasse plus maintenant. Harley et Poison Ivy sont en couple, elles se galochent bien comme il faut. Voilà, ça fait plaisir. Oui. Bah oui. Voilà, ça fait plaisir. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas 40 trucs à dire, parce qu'une fois qu'on a vu la saison 1 et 2, on voit à peu près où ça va aller. Le Joker est toujours là, on te évoque le Hit Bang Kill Tour. Voilà, on sait d'ailleurs HBO Max a mis en accès libre aux États-Unis le comic book justement qui fait le pont entre la saison 2 pour en faire la promotion. Quelque chose, la scénariste c'est Franklin T, je crois, et Max Arena au dessin. C'est ça, ouais, voilà. Et apparemment il fait une super BD qui a battu des records de vente par rapport à ce que pouvait faire un comics Harley à l'époque, à tel point que justement que T en question va probablement finir par hériter du lead writing sur Harley Quinn. Donc c'est super chouette, bonne série animée, on mérite, on voit Batgirl, on voit Joker. On voit la cour des hiboux qui a l'air d'être un groupe SM façon Eyes Wide Shut, horrible. Comme la vraie cour des hiboux. On voit Amanda Waller, on sait que Luthor va jouer un rôle important en tant qu'antagoniste. Toujours un plaisir, moi je te dis, j'ai pas grand chose de plus à dire, puisque la qualité est là, et en même temps, c'est pas forcément, ça n'a pas besoin d'être très surprenant, tu vois, en vrai. Du moment que ça continue sur sa lancée actuelle, moi je suis content. On sera content, effectivement. Donc ça arrive fin juillet sur HBO Max. Hein. Au final, l'annonce de la sortie a été très rapide quand même. On s'attendait pas à ce que ça vienne si tôt. Mais c'est de plus en plus, ça, en fait. Les campagnes de promo sont ultra resserrées. Tu vois, Paper Girl, c'est pareil. Paper Girl, ça va super vite. Genre, on a attendu pendant des années que ça d'avoir un bout d'image. Et là, c'est hop, la fin de l'été. Ça arrive, les gars. Ça arrive dans un mois. Faites gaffe. Mais donc voilà, ça arrive sur HBO Max. J'imagine, si ça suit comme la diffusion des premières saisons, que la VF sera calée assez rapidement, peut-être même avant la rentrée sur Toonami, puisque c'est là qu'elle a été diffusée, que vous pouvez d'ailleurs toujours retrouver normalement les 2 premières saisons. On a fait un podcast dessus, c'est disponible. Vous tapez Harley Quinn First Print Podcast sur Google, ou vous recherchez sur notre site, vous retrouvez le podcast dessus, où on avait dit beaucoup de bien et tout ça, on a expliqué pourquoi la série était vraiment très très cool, et on continue de le penser. Donc voilà, ça fait plaisir, on regardera ça avec plaisir s'il fait moche pendant l'été. Corentin, comme là, effectivement, là alors on enregistre, il fait dégueulasse. Dégueulasse. Corentin, la CW n'en a pas fini avec l'univers Archie Comics. Ouais. Et alors, je sais que toi, tu m'avais dit, franchement, on avait une discussion sérieuse un soir. Ouais, je me souviens très bien. Un soir de ce mois de juin, je me rappelle, où tu étais venu boire un petit scotch à la maison. Un petit pastaga. C'est ça. petit whisky on the rocks. Et tu me regardais droit dans les yeux.
Et tu me disais, bah, franchement, Arnaud, franchement, je vais te dire une bonne chose. c'est bien un seul univers vraiment que j'apprécie dans les adaptations de comics. C'est ce qu'a fait la CW avec Archie. Parce que qui aurait pu penser 6 saisons de Riverdale, 4 saisons de Sabrina, Katy Keene, mon kink ultime, Katy Keene, vraiment incroyable. Après, moi je regarde un épisode de Katy Keene tous les matins avant de me lever, avant même d'aller aux toilettes. Mais le même épisode. Katy Keene, toujours le pilote que tu adores. Il s'est fait tatouer. J'ai vu le pilote. Il s'est fait tatouer le pilote sur son dos. C'est vraiment incroyable. Plan par plan. C'est ça, ouais. Donc voilà, enfin, Corentin est un vrai fan de la CW et surtout de l'univers Archie Comics chez la CW. Alors quand je lui ai dit, non mais tu sais ce qui va se passer, Corentin, ils vont adapter Jake Chang en série télé. Et là, Corentin, il fait, mais qui mais Jake Chang, mais c'est qui? Mais je sais pas, parce qu'en fait, c'est un personnage, il apparaît dans un comics en juillet et il n'est pas encore sorti. Mais du coup, en fait, il développe une propriété basée sur un personnage qu'ils doivent encore créer. Voilà. Batwoman. C'est un peu, effectivement, ça rappelle un petit peu ce qui s'était passé avec le recast de Batwoman, puisque Ryan Wilder, c'était un personnage qui était nouvellement créé pour la série CW, mais qui a quand même eu droit à une petite introduction dans les pages des comics d'ici, dans la série Batgirl, histoire de dire, regardez, on a quand même mis le truc dans les comics, je sais pas, parce que c'est une adaptation de BD. Et donc, qu'est-ce que c'est Jake Chang? Bah, tout simplement, ils veulent faire une série d'enquêtes avec un jeune personnage, d'origine asiatique. C'est fait par une équipe créative qui est full asiatique et ils veulent justement balancer par-dessus la troisième corde tous les tropes qu'on peut avoir sur les clichés des Américains d'origine asiatique. Donc dans l'intention, pourquoi pas. Dans les faits, pourquoi baser ça dans l'univers d'Archie ou sur licence Archie? J'imagine que c'est une question de contrat et de sous, tout simplement. Oui, c'est ça, je pense que ça joue. Sachant que le personnage doit apparaître dans les pages du prochain numéro de Betty et Veronica. Donc on ne sait pas encore à quoi il ressemble. Enfin, on a vu des sketchs lors de l'annonce, mais on ne sait pas forcément le potentiel du personnage. En tout cas, dans l'esprit, ça a l'air d'être quand même très Riverdale, ambiance néon, enquête néo-policière, je sais pas quoi, mais avec voilà tout le côté background culturel propre à cette partie du monde américain qui est aussi un public que l'on veut capter. En témoignent les efforts faits récemment par les studios avec Crazy Rich Asians ou Shang-Chi du côté de Marvel Studios ou Warrior, effectivement. Donc voilà, le truc c'est que oui, c'est un projet développé en premier lieu pour la télé, mais qu'on met quand même un petit peu dans les comics histoire de faire. Mais après, ça permettra peut-être de faire des caméos des stars de Riverdale ou de Sabrina, je sais pas, ou de Katy Keene notamment. Je pense que c'est ça. Hein. Mais voilà, pourquoi pas. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est qu'ils pourront faire comme ils font avec Sabrina actuellement. La série s'est arrêtée. Un univers partagé, Corentin. Mais même pas vraiment, parce que quand tu regardes bien Katy Keene, techniquement, c'est un spin-off de Archie, mais il y a pas de lien. C'était partagé, il y avait des personnages en commun. Oui, mais il y a pas de crossover, tu vois. C'est tout l'intérêt, c'est qu'ils ils font des passe-passe et tout. Mais il y aurait pu avoir un crossover si ça avait duré plus qu'une saison. Ou Archie, Riverdale et Sabrina, c'est pareil, ils ne se sont croisés que quand la fin, arrêté. Ouais. À la CW, comme à Constantine, qu'ils avaient sauvé de la mort, pour récupérer, ou Supergirl, pour récupérer la franchise. Là, techniquement, Riverdale va s'arrêter, en plus, donc, le temps qu'ils mettent la série en route, c'est pareil, et puis ils sont âgés, maintenant, les acteurs de Riverdale. Si tu fais un truc adolescent avec tu vas avoir un vieux Archie. C'est la CW, c'est quand même les. Qui va venir, petit. Moi aussi, j'ai connu Riverdale quand j'étais jeune. La CW, c'est quand même les pros du casting de gars de notre âge pour jouer des gars de 16 ans, quoi. Ouais. Encore que moi, si je me rase, je peux peut-être avoir 18 ans, tu vois. Je pense que ça passe. Non. Si, je pense que ça passe. Non. C'est ma réponse. Si t'as une autre question, tu me demandes. C'est vexant. C'est qui le plus fort entre Hulk et Thor? Hulk? Toujours pas. Je suis tellement pas d'accord. Donc, franchement, je m'en branle. Voilà. C'est très clair et net. C'est simple. Voilà. C'est pas Hulk. Mais si, c'est Hulk. Non, évidemment que c'est Hulk. Mais non, mais regarde. C'est simple. Ça. Il est fou. C'est bien. Ok. On manque de héros asiatiques. Faites des héros asiatiques. Il y a pas de souci. Pourquoi en faire toujours des produits à licence? Pourquoi même? Parce qu'il faut que ça se vende. Mais non, mais attends, faut penser marketing aussi. Tu vas pas faire, oh, tiens, regardez ce random héros asiatique que personne ne connaît, dont vous avez jamais entendu parler, qu'on va essayer de vous dire que c'était vachement bien. Chinese, la série de Dustin Cretton. Adapté d'un comics. Bah oui, mais personne. Donc tu vas pouvoir mettre dans le bandeau Corentin. Tu le sais très bien, dans la promo, ils vont faire based on the acclaimed graphic novel, Eisner nominated awards, je sais pas quoi. Bien sûr qu'ils vont le faire. Ça parle à 10 personnes, gros. Pas aux États-Unis. Dis Eisner Award dans la rue à quelqu'un.
Tu connais les Eisner Awards? Eh, C'est le monsieur. festival de Cannes des comics. C'est qui le plus fort entre temps? C'est lui, putain, merde, c'est chiant. Donc, tout ça pour dire que voilà, la CW fait comme d'hab. Et la série sera probablement comme d'hab. Mais, par contre, effectivement, Riverdale, c'est rigolo. Et c'est absurdement débile. Et Mais peut-être que ça va être pareil. Sympa, 2 saisons. Peut-être que ça, t'imagines, en fait, ça va être, tu sais, ça va être le pire truc, c'est qu'ils vont dire, ouais, on va se débarrasser des clichés, mais en fait, il va faire des enquêtes comme ça, et puis à un moment, il faudra se battre, il va faire des cris de Bruce Lee, je sais pas quoi, il va faire, oui, comme ça, et puis voilà. Son grand-père, c'est Fu Manchu, un sorcier qui lui a filé un mogwai. J'ai l'impression que en fait, le truc, c'est où ils se disent, à fond, tu sais, ils s'en foutent, ils font, ah, vous voulez des clichés asiatiques, vas-y. Par contre, c'est ça, American Born Chinese. C'est vraiment justement le démon machin qui arrive dans leur vie, c'est vraiment le cliché affreux du racisme des blancs envers les asiatiques au début de la guerre de, on avait parlé de ça déjà, de la ruée vers l'or. Et apparemment, ce qu'ils vont faire pour la série télé, c'est qu'ils vont trouver un autre cliché qui sera en fait le sidekick rigolo asiatique à la Ken Jeong, on va dire. Façon années 90, c'est le personnage asiatique des années 90 dans les sitcoms pourris, tu vois. Ouais. Du coup, c'est faisable. Et c'est Disney Plus qui le fait et pas la CW. Genre, il y a pas un personnage de sidekick asiatique dans un truc genre Parker Lewis ne perd jamais ou un truc comme ça avec. Non, il n'y a pas d'asiatique dans Parker Lewis. Non? Non. Putain, T'as 2001 dans Indiana Jones. Non, mais j'ai une image d'une sitcom adolescente débile. Ah, peut-être dans Big Bang Theory, je sais pas. Ah, je me souviendrai, t'as vu le film Rawan? Non. Avec Shah Rukh Khan. C'est un film de super-héros indien, là. Enfin, un des nombreux films de super-héros indiens de Shah Rukh Khan. Dedans, en fait, t'as un personnage, donc ça se passe dans un studio de jeux vidéo. T'as un personnage qui, justement, est asiatique. Sauf que ça se passe en Inde, hein. C'est un film de Bollywood. Et en fait, tout le monde l'appelle Jackie Chan. Tout le temps. Non, mais c'est, franchement. Et à un moment donné, je crois qu'il a cette phrase où il dit, je ne suis pas Jackie Chan, je ne ressemble pas à Jackie Chan, tous les Asiatiques ne ressemblent pas à Jackie Chan. Et tu pètes un câble, vraiment. Sauf qu'en fait, après, plus tard dans le film, il fait du kung-fu, de malade. Je trouve que du point de vue quand même d'un film de Bollywood, c'est affreusement raciste. Et j'ai jamais compris, en fait, le parti pris de ce truc-là, tu vois. Mm. Du coup, on n'a pas le monopole de la connerie, en fait. C'est ça. De ce côté du monde. Très bien. Mais en tout cas, j'espère que... Rawan, c'est pas un bon film, mais c'est rigolo. Mais en tout cas, j'espère que pour la VF à la télé, ils embaucheront un Gad Elmaleh et Kev Adams pour le doublage, puisqu'a priori, ce sont des experts sur la question. Corentin, on parlait de Paper Girls, de Paper Girls, juste avant, qui n'a pas été traduit par les filles du papier pour la sortie en France sur Prime Video. Ça arrive aussi fin juillet, et on a eu un premier teaser trailer, ambiance néon, violette, ambiance Stranger Things et ambiance relativement fidèle quand même à l'esprit de la BD asiatique aussi, de Brian Kevon et Cliff Chiang. Tout à fait. Bah, fidèle, oui, ça a l'air fidèle. Après, ça, là, on voit pas grand chose, hein. On voit surtout des scènes d'intérieur. Il y a une scène un peu FX qui a l'air un peu, je sais pas comment dire, en fait. Je sais pas comment je la sens, cette série, moi. Stéphanie Folsom. Avec ton nez. Extraordinaire. Tu peux pas sentir une série avec ton nez, Arnaud. Montre-moi. Il sent une série, là? Tiens, non, là, tu sens un micro, là, en fait. Mais raconte pas les trucs, j'étais en train de sentir une série. Barre en couille, c'est le moment où ça se barre en couille. Donc, c'est qui le plus fort? Je sais pas comment j'appréhende cette série, dans le sens où, pour moi, Cliff Chiang, tu peux le faire, effectivement, tu peux l'adapter de manière réaliste, puisqu'il a un trait avec des proportions réalistes, et il fait des visages avec des têtes très humaines. C'est pas un truc très abstrait, hein, Cliff Chiang. Par contre, il y a des éléments dedans. La colo a l'air sympa, des scènes qu'on voit un petit peu. Ils ont respecté le côté colo, violette, bleu, etc. Je ne veux voir qu'une seule chose, c'est les tardigrades géants. Voilà. Mais par exemple, ça c'est un très bon sujet, parce qu'il y a les tardigrades géants, mais il y a pas que ça. Tu vois, il y a un truc. Il y a quand même beaucoup. Il y a beaucoup de tardigrades géants. Mais les trucs qui seront peut-être compliqués à rendre visuellement, je pense. Surtout si on part sur un truc à la Stranger Things. Ce qui a quand même l'air, je suis désolé, hein, d'être le cas. C'est pas la même photo, évidemment, c'est pas le côté orange et gris. Enfin rouge et gris plutôt de Stranger Things, mais quand même là t'es obligé de te dire la proximité elle existe. Prime Video, ils ont certainement dû lire le comics et se dire ah tiens on va pouvoir rivaliser avec Stranger Things, et en plus c'est des filles, donc je sais pas, moi j'ai un peu peur que ce soit, en plus ils ont viré la créatrice Stéphanie Folsom. Ouais, mais au final, ça a pas fait trop de bruit. Enfin, on sait pas trop. Qui a écrit un épisode, je crois. Ouais. Aussi. On savait pas trop c'était quoi le problème au final. On va dire bénéfice du doute. Pour l'instant, on voit rien. Attendons la première vraie bande-annonce. C'est ça, qu'on va sûrement chroniquer dans le prochain front page d'ici une dizaine de jours. Parce qu'après, sinon, il restera plus que 2 semaines avant la sortie. Donc, ce serait quand même bizarre que Prime Video ne fasse la promo vraiment qu'à la toute fin. Ce qui sera peut-être indicateur, peut-être de la confiance qu'ils portent dans leurs produits. Encore que Amazon, en ce moment, avec le succès de Invincible et The Boys, ils sont plutôt chauds patates, quoi. Donc, j'ai envie de dire, faites de Paper Girls un nouveau succès. Ouais, oui. Moi, on demande pas mieux. Et puis, en plus, ça peut aider les gens à découvrir les comics.
Ce sera toujours ça Comme de prix. souvent. Corentin, on continue du côté du cinéma cette fois. On passe à la partie cinéma avec une première nouvelle qui là aussi t'a fait, je cite, dresser le... La tour de Pise en 41. Voilà, exactement. Encore plus haut. Encore plus haut, vraiment. On était plutôt même sur de la Tour Eiffel en 1875, quoi. Donc on est vraiment sur du très beau, de la très belle érection, Il a clairement. construit quand la tour Eiffel? J'en sais rien, mais Voilà, on n'est c'est pas ça, je m'en historien. doutais un peu, On n'est hein. pas historien, mais elle était déjà construite en Mais 1875. historien des comics. Je te parie qu'elle était déjà construite en 1875. Et en attendant, tu peux répondre à la... Il va vérifier sur Wikipédia. C'est quoi l'info qui me fait dresser la tour Eiffel? Tu l'as pas dit. Hein? C'est quoi l'info? Ah, quel sujet abordons-nous? Oui, c'est vrai que ce qui t'a fait la Tour Eiffel, c'est ah non, 87. À 12 ans près, j'y étais. Voilà. À 12 ans près, j'y étais, tu vois. À 12 ans près. Ouais. Dommage. 12 ans près. Mais du coup, ça veut dire que... Tu n'as pas vu Eiffel avec Romain Duris et Mamaki? Non, je déteste Romain Duris. Donc Ouais. non. Moi, j'aime pas trop le film. Bref. Donc. Oui, Denis Brognard. Ah, c'est ça. Denis Brognard. Denis Brognard qui va jouer Omni-Man. Voilà, c'est... Non, pas Omni-Man. Il va jouer Lex Luthor dans le film d'animation Crypto et les super animaux, puisque une fois de plus, effectivement, c'est la réaction que j'attendais de ta part. C'est une fois de plus, Warner Bros. France fait du Star Talent pour son film d'animation. C'est-à-dire que au lieu d'aller recruter des comédiens et comédiennes de doublage, Au hasard, la voix officielle de Dwayne Johnson et la voix officielle de Kevin Hart, par qui exemple, sont des vedettes du doublage, comme chacun sait. eh bien, on va faire appel à des gens issus d'autres secteurs qui sont un peu plus populaires. Comme ça, on peut mettre un sticker sur l'affiche avec les voix de machin, machin, machin. Par exemple, il pourrait y marquer avec les voix de Arnaud Kikou et de Corentin de First Print. Tu joues qui, du coup? Moi, Batman, je prends Batman. Moi, je Le chien, Bat-chien. Moi, je prends Nice. Crypto, parce que je suis prends team Crypto. chien. Exactement. Team chien. Toi, tu prendrais le chat nul, là. Toi, tu Il y a un chat dans le... Ouais, il y a un le chat. crew. Ouais, bien sûr qu'il y a un chat. Il y a le chat de Catwoman, là. Isis, mais c'est une femme. Hein? Je vais pas doubler c'est bizarre. Tu peux faire un nouveau aigu, c'est bon. Hein. Arnaud. Donc, ils prennent qui? Denis Brognard. Alors, ils prennent Denis Brognard pour faire Lex Luthor. Ils prennent Muriel Robin, bon, qui elle, par contre, c'est une actrice et elle a fait déjà du doublage aussi. Oui. Dans Tarzan, je crois. Oui. Voilà, qui sera Lulu, le cochon d'Inde de Lex Luthor. Ah, j'avoue que c'est un peu cool. Et encore mieux, il y aura Soprano, donc le rappeur. Soprababa. Sopra Baba, qui fera Chip, donc l'écureuil Green Lantern, quoi. C'est ça, sérieux? Ouais. Soprano va jouer l'écureuil Green Lantern. Ouais, après, à mon avis, il aura pas beaucoup de répliques non plus, hein. C'est pas le personnage principal, parce que c'est quand même plus Ace et Crypto. Green Lantern de Marseille, du coup. Ouais. Et tiens, prends mes constructions dans la face, Fala, tu es Fala, toi. Dans la nuit noire. Hey, Lex Luthor, putain. Bah non, il pourra pas dire putain. Ouais, après, voilà, il y aura Squeezie, probablement, qui jouera Darkseid et je sais pas quoi, enfin, bref. Moi, je suis contre, de manière générale, les Star Talent. Ça me parle Star Talent. Étonnant, hein. Et si on te propose, toi, de doubler un personnage. Hein? Je suis pas une star. Bah, à ton échelle, Je si. suis pas un talent. T'es un peu la star de ton univers. C'est beau ce que tu dis. Là. Vous avez un bouquin, un truc de coach de vie, là. Vous êtes la star de votre univers. C'est ça. Vous êtes Non, le héros de mais- votre histoire. En plus, c'est pas vrai parce que, genre, il y a les vidéos. Bah, regardez les vidéos de Mr. Fox qui parlent un peu des Star Talent, par exemple, et qui expliquent bien justement que c'est. Il y a à boire et à manger dans le truc. Franck Dubosc, c'est un Star Talent dans le monde de Nemo. Et finalement, il fait un très bon travail de doublage. On oublie que c'est Franck Dubosc, même limite. Il y a plusieurs trucs comme ça qui arrivent Par parfois. contre, Antoine Griezmann dans le Lego Batman, on oubliait pas que c'était Antoine Non, Griezmann bah, c'est- tellement en fait, parce voilà, qu'il c'est le il avait littéralement 3 secondes de réplique et il arrive à la foirer, quoi. Ouais, ou même Philippe Manœuvre dans Paul, je crois, le film avec Seth Rogen, avec Je l'ai pas vu en VF. comment je m'appelle, putain. De toute façon, à Simon part Pegg et Nick Frost. en dehors des films d'animation, je ne regarde rien en VF. Oh, parce que moi, c'est juste parce qu'on m'a dit qu'il y avait Philippe Manœuvre et qu'il faisait un truc très bizarre, parce que vraiment, c'est Seth Rogen qui le double en anglais. Et là, du coup, t'as le mec qui parle comme ça. Ouais, salut Putain, alors. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? on allait se boire des bières Mais entre je te copains jure, ça te sort du extraterrestres. film, parce que en plus, c'est le seul qui est doublé avec une voix de Ouais. débile comme ça, quoi. Ah, je te jure, c'est trop délire. Et le problème, c'est que justement, par rapport au film d'animation, je trouve qu'on fait plus du tout les efforts que nous on avait quand on était gamin. Vous savez que j'ai pas forcément été élevé. C'était mieux avant Corentin. Bah, en fait, c'est pas que c'était mieux avant, c'est que les méthodes de production ont changé. Oui. Tu vois, avant, déjà, les films, ils arrivaient un peu plus tard, donc ils avaient le temps de bosser un petit peu le doublage. Ils pouvaient C'est vrai. travailler le grain, même la gouache. Il y a quand même des adaptations en VF qui étaient super bien. La gouache, c'est en peinture. par Regarde, contre, mais- Autour vers le futur, par exemple. Ça doit être extraordinaire. Oui, mais c'est des années 80, frère. Mais c'est le 16 dont je te parle. C'est mais Ah oui, mais alors, les si tu films de fais- notre si- si enfance. tu fais un bond de 40 ans, oui, effectivement, il y a énormément de les choses qui films vont de notre changer. enfance, c'était les films des années 80, les dessins animés, même encore Oui, avant oui, ça. Attends, il y a plein de gens qui ont grandi avec Blanche-Neige, c'est 37, 39.
peut-être un peu plus que ça. Bref. Mais grosso modo, ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, si tu veux, on prenait le temps de faire des doublages de qualité. On avait des doubleurs comme Puy Martin, comme Darbois. Darbois, voilà, c'est quand même pas n'importe quoi. On se disait pas, il nous faut une On dirait un vedette. slogan publicitaire. Darbois, c'est pas n'importe quoi. on disait pas, en fait, il nous faut des vedettes que les gamins vont connaître. On prenait pas, enfin. Non, mais en plus, surtout, voilà, enfin, tu dis les gamins, alors autant Soprano, j'imagine encore que ça fait Ouais, en quelques plus, années. ouais, Ça fait Soprano. quelques années, à mon avis, je pense que ça. Soprano, c'est vraiment une vedette des gosses, par contre. Hein. Bah, je sais pas, sa fanbase, elle a grandi aussi, hein, depuis, hein. Ouais, Quand mais même. tu sais, dans les colos, des trucs comme ça. Ouais. Mais alors, Denis Brognard, qui c'est qui se dit, ah, tiens, je vais aller voir le crypto pour Denis Brognard. Enfin. Ça, je pense que c'est plus destiné au papa qui emmène ses gosses. Ou à la maman qui emmène ses gosses, d'ailleurs. Mais même moi, même mes potes qui sont fans T'as des de gosses Koh-Lanta. Non, mais, non. Sérieux, Arnaud, t'as des gosses? Ouais, j'avoue. Tu me les as cachés, les petits Ouais, kikous? j'avoue, je suis papa. Mais t'es merde. Voilà. C'est dur, hein, c'est dur, c'est dur. Ils ont cauchemardesque. Qu'est-ce que je veux dire? Non, mais je veux dire que même mes colocs qui regardent Koh-Lanta ou c'est pas ça, si je leur fais, au fait, il y a Denis ils vont faire, ouais, on s'en branle. Ça fait du bruit médiatique? Bah, même pas tant que ça, parce qu'en vrai, à part 2-3 sites spécialisés qui Non, en mais ont dans ce cas-là, j'ai pas de parlé, réponse. C'est de la connerie de faire ça, c'est tout. Alors, si t'as pas de réponse, moi j'ai une question. Ah. C'est qui le plus fort entre Thor et Hulk? Entre le chien Thor et le chat Hulk. C'est qui le plus fort entre Hulk. Crypto et Ace? Bah, c'est Crypto. C'est Superman, frère. C'est un Kryptonien, il a les pouvoirs de Superman, Crypto. Et c'est un chien avec une cagoule. Il y a pas de, il y a C'est pas un de débat. bas de chien, il anticipe tout. Non, il anticipe rien du tout. C'est un chien. C'est con, les chiens. Il se construit une armure. Il est devant la porte, il aboie dès qu'il y a un facteur qui passe. C'est un clébard, quoi. Ça sert à Ah, rien. tu connais tellement rien au chien, ça Ouais, fait, c'est sûr. c'est terrible. Donc ouais, C'est non, terrible. mauvaise nouvelle. Et puis arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. En plus, je suis pas persuadé que ça a vraiment un effet. Ouais. Tu vois, est-ce que vraiment t'as des gosses qui reconnaissent la voix de Squeezie ou de Griezmann dans les films? Quand t'es gamin, tu fais même pas gaffe. Tu sais, moi, quand j'étais gamin, le 5e Non, mais élément, quand t'es gamin, tu m'as dit Tom Novembre double Chris Tucker, j'étais en mode genre qui fait un non, je connais Ouais. pas. Bah ouais, bah écoute, je sais pas comment ça marche en termes de marketing, mais j'imagine qu'ils feront un event avec Denis Brognard et Soprano. Et franchement, on se fait un petit podcast avec Denis Brognard et Soprano, tu serais pas heureux, toi? Ouais, puis il y aura, comment il s'appelle, Neymar avec la Batmobile et il les promènera dans la Batmobile à Ouais. Paris. Ça, c'est Trop bien. une bonne tournée de PR, on apprécie. Corentin, on continue de faire le tour de l'actualité ciné avec une annonce de casting pour Oui. le film le plus étrange du monde. Madame Web, qui continue d'aligner les gros noms, puisque Emma Roberts de la série American Horror Story rejoint le casting après Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Sydney Sweeney. Céleste O'Connor, Isabella Merced et Tahar Rahim. C'est quand même, il est trop bizarre ce film. Bah, en fait, c'est la 5e, du coup, actrice. Enfin, Céleste O'Connor est une personne non binaire, mais c'est la 5e actrice qui est ajoutée. Il y a qu'un seul nom masculin qui est Tahar Rahim. D'ailleurs, Tahar Rahim qui a pris du bœuf. Récemment, il est passé à mon cinéma pour une conférence et il a vraiment pris du muscle apparemment. Ah, parce que je pensais qu'il avait pris du bœuf au repas avec option à Toulouse, mais ok. extraordinaire. Et c'est pour ça qu'apparemment, justement. Non, mais non, bah, non, les pourris, Arnaud. Bon. Déjà, là, c'est le bordel. En écho à l'actualité. Déjà, là, les gens écoutent et ils se disent, ils sont drogués ou quoi. Et en plus, tu rajoutes, Ils ont pris du café. ils ont pris j'ai pris un café, moi. Moi, j'en ai pris 2 depuis que t'es arrivé. Oui, ça s'est un peu vu. Du coup, entendu même. Est-ce que tu peux sortir une série, Arnaud? Ouais, regarde. Mais donc, effectivement, là, ils sont en train de faire des premières pérages parce que justement, de ce que je comprends, Rahim y est déjà aux États-Unis pour commencer les essais. Donc là, on va arriver peu à peu vers la fin de la production du casting, enfin vers la formation du casting. Moi, si tu veux, quand je vois cette quantité de noms féminins, quand je pense aussi au film Barbie, quelque part, qui pareil, part d'un principe de décliner le même personnage dans différents, enfin, coloris, c'est pas forcément le bon terme, mais dans différentes formes de corps, identités, ethniques, culturelles, etc. Tu sais, on sait dans le film Barbie, il y aura une Barbie qui sera Margot Robbie, et il y aura une Barbie latino-américaine, il y aura une Barbie, ok. une asiatique, etc., etc. D'accord, ok, ouais. Là, je me dis quelque part, quand tu vois Sydney Sweeney, Dakota Johnson, Emma Roberts, Isabella Merced, tu peux te dire peut-être que c'est un film multiversel. Est-ce que Bah, il disait qu'a est-ce que c'est priori, pas toutes des Madame leur, Web, tu vois, quelque part. il disait que Madame Web, ils voulaient en faire une forme de Doctor Strange pour leur univers nul. Bah Donc, oui, mais le succès relatif, mais quand même assez élevé pour un film post-pandémie de Multiverse of Madness. Ah, il est énorme, mec, c'est 950 millions de c'est dollars. ça, hein. voilà. Et bah, mais en fait, c'est pas énorme C'est- par rapport à ce qui se faisait avant, mais par rapport à la pandémie, c'est énorme. Pour un Doctor Strange, frère. Iron Man 3, c'était 1 milliard. Oui, gros. mais Iron Man 3, c'était Robert Downey Jr., c'était Iron Mais Man. c'est là, c'est Benedict Cumberbatch. Et c'est Doctor Strange. Il est C'est mon pas- argument, voilà. Ouais, non, mais franchement, tu peux pas dire, il a quasiment fait le milliard, Non, mais oui, c'est d'accord. fort. Ok, mais il aurait pu Dans faire les autres beaucoup plus. Marvel Studios, Mais vu les caméos qu'il y a dedans et le côté fanservice, machin. bah justement, c'est ce qu'il a apporté, parce que les autres Marvel Studios, je te rappelle qu'on Oui, était c'est ça. difficilement, Mais je suis d'accord avec toi. Ce que je dis par rapport à l'année dernière, c'est un très gros succès. bah voilà. Ça veut pas dire que c'est du niveau de ce que font les Fast and Furious et les Jurassic World et tout. C'est un peu le Citizen Kane du film. C'est même le Starship Troopers.
Du film de C'est le super-héros. Brise 3. Parce qu'il a cassé le 2. Donc, tu me fatigues le cerveau. Donc, moi, je me dis, film multiversel avec que des Madame Web. Et potentiellement... Ils ont pas grand-chose en rapport physiquement, quoi, je sais pas. Enfin, Bah oui, mais mais c'est pas la question. Ce que je te dis, c'est que... Et qu'est-ce que Vas-y, dis-moi qui tu penses qu'elle joue, toutes ces dames. je n'en sais rien. Parce que moi, je cherche un peu, mais Madame Web, il y a pas non plus 40 comics sur elle. Elle a pas un univers, de personnage secondaire aussi chargé que ça, tu vois. Attends, mais il y avait pas Uma Thurman aussi? Ah non, Uma Thurman, c'est The Old Guard, rien à voir, pardon. Et là, justement, comme c'est, comme tu dis, beaucoup de vedettes, ou en tout cas de vedettes potentielles à Hollywood, bon, Emma Roberts, elle est connue, Sydney Sweeney, après HBO, enfin après HBO en général, sauf qu'elle avait trois séries HBO, elle est quand même assez connue aussi. Dakota Johnson, c'est une vedette. Céleste O'Connor, ça arrive, et Isabella Merced, elle a fait quoi, le film Dora, je crois, donc c'est probablement un truc, c'est pas un grand film, mais que Hollywood considère comme étant un blockbuster de franchise, voilà. Donc moi je me dis, s'ils prennent que des noms un peu A-list comme ça, c'est pas pour les faire jouer, genre la copine du café qui va dire à l'héroïne, ah dis donc, alors il paraît que t'as des pouvoirs. En fait, ça va être une team de 5 Madame Web. Bah peut-être, ou alors des Spider-Woman, des Spider-Gwen, des trucs comme ça, j'en sais rien. Enfin, Sydney Sweeney, quand même, c'est compliqué de pas avoir un rapport phisique à Gwen Stacy. Bah même Emma Roberts, hein, pour le Emma coup. Roberts, oui, et puis d'autres héroïnes blondes ou brunes, de toute façon, parce qu'elle a plusieurs fois des couleurs de cheveux différentes dans l'univers Marvel. Il faudra sûrement Donc, Jessica Drew, elle sera sûrement là aussi. Bah ouais. Du coup, je pense que ça va se diriger là-dessus. Ça va être bizarre, hein, ce film, quand même, je pense. Après, moi, je me dis, à Sydney Sweeney, Emma Roberts, je suis content. Hein. Toi, en tant que mâle général. hétéro, tu... Ah, mais Emma Roberts, c'est un énorme crush personnel. Mmh. D'ailleurs, ma chérie me le reproche beaucoup. Mmh. Elle est pas très bien vue sur les réseaux. Mmh. T'es au courant pourquoi? En fait, elle mettait des patates à son mec, Evan Peters, le mec qui jouait avec Quicksilver dans les films X-Men. En fait, ils ont été ensemble pendant hyper longtemps. D'ailleurs, ils sont ensemble dans American Horror Story. Et il y a eu des cas d'abus domestiques, mais pour le coup, qui venaient d'elle, a priori. Ah ouais? Ouais. D'accord. Ouais. Ah bah... C'est pas grave, hein. Ok. Enfin, c'est pas grave, c'est leur vie, tu vois. Mm. On va pas refaire procès, Johnny Depp. Bah si, allez. Et après, elle a été avec Gareth Edlund. Du coup, les deux, j'ai envie de les frapper. Voilà. Du coup, ouais, t'es beaucoup trop dans l'actu people pour moi. Ça dépend des gens. Enfin, ça dépend des personnages. Ah, je suis pas au courant des affres amoureuses des actrices et des acteurs. Non. De personnes. Bah, T'as pas genre une vedette que tu suis un peu en mode fan d'eux? Ou comment ça s'appelait ce magazine déjà? J'ai oublié. Ah, je te jure que non. Bah non, pour le coup, non. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. J'ai une vie, C'est pas grave. Il Il y a un silence gênant qui s'installe, mais j'ai une vie. Il y a pas de honte, Arnaud. T'inquiète. J'ai une vie. Allez, Corentin, on continue. Tu vas nous parler d'un petit réalisateur là qui s'appelle Lee Whannell, qui a fait un film qui s'appelle Upgrade et qui serait en lice pour réaliser le film Green Hornet et Kato. Bon, c'est quasiment déjà signé en vérité. Donc effectivement, Lee Whannell, qui est un réalisateur australien, néo-zélandais, je ne sais plus, mais donc cette partie-là du monde. Cette partie-là où ils ont des moutons. C'est ça, oui, des kangourous, et des koalas et des wapitis. Et des wombats. Et des wombats, c'est incroyable. Les chauves-souris géantes. Non, ça c'est encore autre chose. Je sais, j'ai dit et les chauves-souris. Ah d'accord. Les chauves-souris géantes. Les wombats, c'est les espèces de gros trucs là, les gros marsupiaux là. Ouais, c'est des peluches là. Ouais. C'est mon rêve. C'est énorme. Ils ont aussi des migales et des serpents géants. Hein, ouais, ils ont plein de trucs qui veulent te buter, mais pour compenser, ils ont les koalas, les wombats. C'est un peu Pokémon. Ouais. Tu sors de chez toi sans un gros chien pour te protéger, tu meurs très vite. Et ils ont des crocodiles aussi. Bref, l'Australie, c'est bien. Et ils ont aussi Lee Whannell, qui est un animal sauvage à sa façon, parce qu'il travaillait avec James Wan sur l'écriture des Insidious et des films de l'univers Conjuring. Bah ça, c'est pas bien. Voilà, ça c'est pas bien. Il a fait ses débuts à la mise en scène sur un des films Conjuring, d'ailleurs le 2, le 3, je ne sais plus. Et après avoir suffisamment œuvré à Hollywood, il s'est dit je vais essayer de faire un truc à moi. Et donc il a fait le film Upgrade, effectivement, qui est un film de super-héros, produit plus ou moins en indé, avec un petit budget, et qui effectivement, voilà, comme pour Venom, décrit en fait la trajectoire d'un mec qui obtient une sorte d'upgrade, hein, littéralement une sorte de mise à jour, avec un greffon un peu technologique et organique, qui lui donne des pouvoirs. C'est très bien filmé, c'est très bien fait, c'est très bien narré. C'est un bon film de genre de bonne qualité, qu'on aimerait, genre qu'on aimerait voir plus souvent à Hollywood, justement. Et après ça, il a fait L'Homme Invisible, le remake ou le reboot, comme tu veux, avec Elisabeth Moss, pour Universal, justement. Et dans les deux cas, c'est des productions à tout petit budget. Ouais. Et donc à Hollywood, quand tu fais des bons films à petit budget et qui ramènent du blé, généralement, tu es très bien vu. Tu rentres partout, on te tape dans le dos, alors mon pote, ça va, etc. Et c'est 7 millions le budget du film L'Homme Invisible et 148 millions, je crois,
Non, puis c'était une bonne reprise du truc, hein, pour le coup, c'est pour ça, vu que c'est Universal qui produit Green Hornet et Kato, les mecs ils se disent, et en plus c'est vrai que Green Hornet tu peux faire pour pas cher. Bah oui. Ça peut se jouer juste sur les ambiances, sur les plans, tu trouves un mec qui fait un peu justement le côté Bruce Lee, scène de combat et gadget. Voilà, j'ai envie de te dire, tu peux t'en sortir à moins de 50 millions de budget. Le personnage est quand même, j'ai l'impression, encore un peu connu. Le film de Michel Gondry, même s'il était pas terrible, c'est devenu un de ces machins que tu vois régulièrement sur Netflix et tu te dis, tiens, oui, pourquoi pas. Ça a aussi un petit côté, comment dirais-je, rétro-pulp, on va dire, que tu pourrais adapter facilement au présent. Moi, j'ai envie de te dire, Arnaud, que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Parce que, quand Hollywood va chercher les bons artistes pour faire des films qui ont du potentiel, et moi je considère qu'il y a du potentiel, ça fait plaisir. Voilà. Bah, je te crois. Moi, ça fait plaisir. Parce que moi, j'ai pas vu le film, donc je peux pas. J'ai bien aimé L'Homme Invisible, mais c'est vrai que j'ai pas vu le Upgrade, alors qu'à l'époque, on nous disait, il était sorti en même temps que le Venom, justement, que le premier Venom, et tout le monde disait, c'était un meilleur film Venom que le film Venom. Donc, j'espère que, effectivement, c'est une bonne nouvelle et que le film sera bien. Et donc, on va pouvoir terminer la partie cinéma et ce podcast avec la dernière actualité qui est le grand retour. Mea culpa. D'ailleurs, moi, j'avais dit une bêtise parce que quand ils avaient annoncé la D23, j'avais dit, bon, bah, c'est-à-dire que du coup, ils font pas la SDCC. Mais en fait, si, Marvel Studios revient dans le Hall H de la SDCC pour faire le show. Il y aura des annonces avec Kevin Feige. Si c'est retransmis en live, on ouvre une chaîne de Twitch pour vous faire le doublage en temps réel de Kevin Feige. C'est une promesse. Et en même temps, DC Warner sera aussi là, mais alors de façon plus ou moins, ce sera pas exactement la même façon, puisque arrête de faire miauler le chat dans le micro, Corentin, s'il te plaît. Puisqu'en fait, il y aura bien des panels de Warner DC, notamment pour The Sandman, par exemple, qui seront donnés. Il y aura aussi Jim Lee qui viendra faire l'animation aussi pour 2-3 panels d'ici. Mais par contre, DC en tant que tel, Warner DC, il y aura pas de stand, en fait. Il y aura pas le fameux booth où, en fait, t'as tous les artistes et auteurs qui sont présents, où tu peux venir faire signer tes comics. Pareil pour la CW, vu qu'ils sont en train de la revendre. Il y aura pas un stand CW avec toutes les séries de Arrowverse, alors que c'était le cas à l'époque, hein. Même à la New York Comic Con, il y avait ce genre de stand où à des horaires précis, t'avais les acteurs et actrices qui venaient pour faire des photos et des dédicaces. Donc une présence réduite, mais malgré tout la promesse d'avoir de nouveau, vu que la SDCC revient en présentiel, d'avoir de nouveau de l'animation sur place, d'avoir des réalisateurs, d'avoir des présentations, d'avoir sûrement des annonces ou des trailers qui sortiront à cette occasion. Donc aussi la promesse pour nous d'avoir du travail cette année, après 2 années où c'était un peu plus light quand même, mine de rien. Mais là, on devrait de nouveau charbonner le samedi jusqu'à 2h du mat. Ça fait plaisir, Corentin. Bah plutôt oui, rappelle-toi l'époque de la pandémie, il y a 2 ans, quand ça a commencé, et qu'on se disait à chaque podcast, quand est-ce qu'on va revenir à la normale, quand est-ce que les salons vont pouvoir rouvrir, est-ce que c'est maintenant, variant Delta, Oméga, Alpha, Zeta, je te dis, a priori, alors on enregistre, on est de nouveau sur une recrudescence de l'épidémie, mais ouais, mais aux États-Unis, même ça a pas forcément vraiment baissé depuis quelques mois, hein. C'était quoi déjà Deltacron, le variant qui était la fusion Deltacron, tu vois. On dirait un adversaire de Voltron. Mais donc simplement c'est cool parce que effectivement symboliquement c'est le retour des big two, on va dire, de l'univers comics mais aussi cinéma, parce que les franchises de super-héros étant ce qu'elles sont, c'est important qu'ils se déplacent communément. Ils ramènent aussi House of Dragons d'ailleurs. Donc on a aussi une sorte de big two de la série télévisée, dans le sens où Disney et Marvel seront présents pour présenter leurs gros trucs et qui sont d'énormes trucs, et où Warner Bros va ramener sa plus grosse propriété télévision, le Game of Thrones, le spin-off de Game of Thrones. Si on regarde dans le détail, il n'y a pas non plus 40 présentations de films ou de séries ou de cartoons même quelque part dans l'immédiat. Mais DC sera là. Bon, ça permettra déjà d'avoir un peu de cohésion ensemble, parce que DC et Marvel, ils ont quand même du mal à se parler depuis un petit moment maintenant. On sait que les conventions, c'est très important d'ailleurs. C'est dommage qu'il n'y ait pas de stand pour ça, parce que, rappelez-vous quand justement Coppel expliquait comment il avait été dessin sous le bras en convention, tchatché avec des exécutifs de DC ou de Marvel pour présenter ses planches. C'est aussi là que se font beaucoup de réseautage, de projets qui se débloquent au bar ou à la soirée à l'hôtel. Tiens, je suis Jeff Lemire, moi je suis machin, viens on fait un projet ensemble, bien bidule et compagnie. Donc déjà, ce côté vivant, il est très important, il est même crucial pour l'évolution du marché et puis pour que les artistes se voient, parce que les artistes aussi passent beaucoup de temps tout seuls depuis 2 ans. Donc ça, c'est plutôt chouette. Si on va après dans le détail, DC Comics fera une présentation de ses actualités, a priori très immédiate, donc Dark Crisis. On aura peut-être des annonces de Black Label ou des conneries comme ça. Pour Marvel, bon, on va pas se mentir, c'est surtout du Disney Plus qu'on va nous montrer.
mais c'est normal, ils sont à fond de balle là-dessus depuis quelques temps. Moi, j'admets que j'ai toujours été pour l'esprit de groupe là-dedans. J'aime bien l'idée, comme le Festival de Cannes, justement, mais à l'échelle du popcorn et des goodies, d'avoir un événement central où tout est présenté, où tout le monde se croise, où toute l'attention est focalisée sur un seul endroit à la fois, comme le 3, tu vois. D'ailleurs, je trouve ça toujours aussi idiot qu'on ne filme pas les conférences pour les retranscrire en live sur Internet. Ouais. Alors que parce que une poignée d'élus qui a la chance de respirer le même air que les vedettes dans la salle, c'est déjà bien, et qui en plus peuvent avoir accès à des goodies ou à des exclusivités que nous, on n'aura pas. C'est pas mal, ça mérite le prix du billet. Par contre, aller à San Diego juste pour ça, sans même parler de l'empreinte carbone ou du pognon que ça coûte, c'est quand même complètement con de réserver ça à une élite qui a les moyens de le faire. Donc, peut-être que ça changera un jour, on sait pas. Mais déjà, l'idée de retrouver un salon où il y a tout et tout le monde, enfin, il y a pas tout et tout le monde, mais il y a quand même beaucoup plus de monde qu'avant. Alors qu'on avait vu l'éclatement, tu vois, avec Warner qui voulait faire le fandom, Disney qui faisait la D23 et le Investors Day. Cela dit, la D23 est maintenue en septembre. Oui, on continue d'exister, ouais. Et je suis pas certain que Warner ne fasse pas aussi un DC Fandom de nouveau. C'est sûr, non, mais c'est sûr. Ils ont besoin, parce que de toute façon, ils ont tellement de trucs à présenter, que voilà, il faut qu'ils soient partout à la fois. Mais l'idée d'avoir une convention où au moins tout le monde va se rejoindre, c'est déjà, je trouve, une bonne nouvelle. Ça montre qu'on n'est pas totalement dans l'isolationnisme des boîtes qui ne veulent plus vraiment partager la fame ou le spotlight et compagnie. Tu vois, c'est comme là, Disney+, rappelle-toi, qui avait mis les trailers de ses séries en ligne pendant son Investors Day sur Disney+. Même pas sur YouTube, même pas sur... ça s'était retrouvé sur YouTube juste après, quoi. Ouais, mais franchement, c'est vraiment un truc de merde, quoi. C'est-à-dire que si t'es pas abonné Disney+, tu sors de leur univers, limite. Je trouve ça vraiment... c'est un signal, justement, du côté, c'est nous, et nous tout seuls, et les autres groupes, on les emmerde. Donc là, qu'on casse un peu cette idée-là, ça me fait plaisir. J'aurais aimé un truc plus gros, forcément, un truc avec vraiment, où on te montre les films de 2023. C'est pas la taille qui compte, Corentin. Après, en même temps, ils sont tellement emmerdés avec The Flash que je les vois mal en reparler maintenant. Ouais. Aquaman, ça fait un moment qu'on commence à le voir tourner, Aquaman, mine de rien. Petite bande-annonce, ça aurait pu être pas mal. Il y aura du Black Adam ou pas? Ils ont pas dit? Ils ont pas dit, mais ça pourrait être l'occasion de faire un nouveau trailer, ouais. Parce que là, ce qu'ils disent aussi, ce qui se disait aussi, je suis désolé pour ma diction aujourd'hui, ou tous les autres jours d'ailleurs, c'est que David Zaslav, le nouveau patron, donc patron Discovery qui supervise les restructurations internes à Warner Bros. Discovery, voulait aussi rappeler que Warner Bros. Était proche de ses fans. C'est pour ça qu'ils vont en convention, c'est pour envoyer un signal de ok, bon, on est des milliardaires qui je vous ai compris. Ouais, c'est un peu de ça, ouais. Et en même temps, j'annule plein de projets sur HBO Max, mais rappelez-vous quand même, DC, c'est vous. Warner, c'est vous les fans. Venez les gars, on se fait des grandes tapes dans le dos. C'est évidemment ultra hypocrite, surtout de la part d'un mec qui clairement, je pense, en a absolument rien à foutre de ça. Mec qui vient de Discovery, hein, ils font des documentaires historiques et géographiques. C'est le catalogue qui l'intéresse plus que les produits qu'ils vendent. Donc voilà, faudra voir. Peut-être une petite annonce un peu massue d'ici là. Si on sait qui sera le nouveau Kevin Feige, on va dire, de DC Films, enfin le Kevin Feige consultant de DC Films, ça pourrait être un début de signal d'avoir les conférences à la Feige où un mec monte sur scène, fait la revue de détail, te montre des plans, des frises chronologiques et tout. Non, mais tu vois, pour avoir un concu, quoi, un peu, pour avoir, parce qu'il n'y a pas que Marvel qui est hégémonique à un moment donné. En comics, DC tient très bien sa route. Il n'y a pas de raison il y ait que Marvel Studios qui soit le firmament où tout le monde applaudit, où on sort un marteau en plastoc, où on te ramène des vedettes d'Hollywood qui s'asseyent, qui font, je suis trop fan de super-héros depuis que je suis petit. Je sais pas, DC aussi, ils ont des trucs à faire valoir et il n'y a pas de raison que Et imagine, c'est Zack Snyder. Tout est pardonné. Non, enfin, je pense pas. Non. Ce sera pas Zack Snyder. Mais remarque, il avait fait le show, rappelle-toi l'annonce de BVS. Vidéo qui nous avait tous foutu les poils. Où, à la SDCC, il monte sur scène et il dit, Bat, I had a project. Et là, t'as Harry Lennox qui arrive et qui te dit, la réplique de Batman dans DKR. Tu vois, c'est ça qui nous manque aussi, ces moments de happening, ces annonces un peu fortes, tu vois, parce que le fandom, ouais, c'est 3 fonds verts et des mecs depuis leur chambre sur une webcam qui jouent des parties de loup-garou, quoi, c'est un peu chiant. De la même façon que la D23 ou le Investors Day, bon, déjà, vu que c'est pas retransmis, c'est chiant. Mais le Investors Day, c'est quoi? C'est pareil, qu'il y a une faillite devant une scène vide entre la série sur les Kardashians et le prochain spin-off de Dynamo Duck ou je sais pas quoi. Ouais, mais il y avait quand même le clip vidéo de A Puppy for Hanukkah qui était quand même incroyable. C'est vrai que c'était incroyable. C'était trop bien. C'était génial. C'était trop J'adorais. J'adore ce titre. Bref, donc du coup, c'est une bonne nouvelle. On est content et vivement qu'on travaille beaucoup cet été. Youpi, parce que voilà, comme ça, on ne pourra pas se reposer. Corentin, c'est la fin de ce podcast déjà. Eh oui. Eh oui. Et on ne saura on ne saura toujours pas qui est le plus fort entre Thor et Hulk, ce qui est quand même dommage. Mais peut-être que la réponse surviendra dans les prochains épisodes. Je n'entends pas ce que tu me dis, Corentin. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Je n'arrive pas à entendre ta réponse. Hulk.
En tout cas, on espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire sur tous les sujets qui ont été abordés. Est-ce que vous souhaiteriez qu'on fasse quelque chose de spécial pour le SDCC ou pas? Pour Miracleman. On a encore 2 semaines pour réfléchir avec vous. Si vous avez des propositions, n'hésitez pas. En tout cas, on vous rappelle aussi qu'il faut soutenir le podcast si vous voulez qu'il continue d'exister. C'est important. Donc, partagez l'émission sur les réseaux sociaux. Faites-le autant que vous pouvez. Ça ne coûte rien. C'est gratuit et nous, ça nous aide. Tout partage, tout petit commentaire, tout petit like peut avoir son importance et donc c'est vraiment important. Il faut le rappeler, d'autant plus que c'est l'été, on a tendance un peu à laisser couler, mais non, on continue d'être là pour vous divertir et vous informer, donc on espère que ça vous plaît. Et puis on vous rappelle aussi qu'on a une page Tipeee qui est ouverte à l'heure où on met ce podcast en ligne. Du coup, non, c'est le 1er juillet, donc voilà, le dernier jour de juin sera passé, mais on espère que si vous nous écoutez depuis quelques temps maintenant et que vous êtes conscient de toute la charge de travail que représente le podcast, que vous voulez bien nous aider un petit peu sur cette page, ça nous permet de voir l'avenir de façon sereine dans un monde qui est quand même assez incertain en général. Merci en tout cas de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt sur les ondes de First Print. Salut, c'est Hulk.